Bien le bonjour à vous tous et toutes, mesdames et messieurs. Trois mots, trois petits mots qui résonnent comme un dénominateur commun entre nous tous aujourd'hui. Projets alimentaires territoriaux, PAT ou PAT, pour les intimes. Et une question centrale, comment passer en mode action? Si vous êtes là aujourd'hui, nombreux, malgré la chaleur, malgré la distance, et je sais que certains ont parcouru beaucoup de kilomètres pour être avec nous ce matin, malgré l'envie de plage et de farniente qui doit commencer à vous titiller, si vous êtes là ce matin, c'est sans doute parce que vous cherchez des pistes pour activer les bons leviers et ainsi maximiser votre impact et transformer le système alimentaire territorial. Après une première édition organisée en 2023 à Paris, vous y étiez peut-être déjà, et puis une seconde sous la forme de webinaire en 2024, cette troisième édition du Carrefour des Pâtes a lieu cette année à Tours, donc à la Cité de la Création et de l'Innovation, MAM, et il réunit à nouveau, et vous en faites partie, l'ensemble des acteurs de cet écosystème des projets alimentaires territoriaux, que vous soyez animateur ou animatrice de pâtes, élus ou élus, acteurs économiques, bureaux d'études, chercheurs, chercheuses, représentants de la société civile et de l'État. Et j'en profite d'ailleurs un instant pour saluer celles et ceux qui nous regardent à distance via Teams, et je leur souhaite également la bienvenue parce que je sais que vous êtes nombreux devant l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone. Voilà qui est fait. Au programme de nos travaux, mais vous avez reçu le calendrier de la journée, des tables rondes ici même. Vous voyez que la scène a déjà été dressée à cette intention. Une très belle place des marchés, des ateliers participatifs aussi, conçus pour susciter des réponses à vos questions et puis vous permettre de vous rencontrer, de vous découvrir, d'échanger. Je suis Nathalie Ricaille, je ne m'étais pas encore présentée, je vais le faire. Donc je suis journaliste et j'aurai le plaisir de vous accompagner à l'animation de ces tables rondes notamment et de tous les temps de plénière qui nous emmèneront jusqu'à la fin de notre journée vers 16h, 16h15. Il ne vous aura pas échappé qu'il fait très chaud. Je vois déjà beaucoup de gens qui s'éventent et Dieu sait si j'ai envie de faire la même chose. L'équipe d'organisation, malgré ces circonstances, indépendante de sa volonté, a néanmoins fait tout ce qui était en son pouvoir pour vous apporter un maximum de confort. Donc quelques consignes qui sont importantes. Il y a des boissons fraîches qui sont à votre disposition en continu. Des éventails, et certains sont déjà en train de les utiliser et c'est bien. Des éventails vous ont été remis à l'entrée. Et si vous n'avez pas encore récupéré le vôtre, il n'est pas trop tard pour le faire. Une salle climatisée, joliment baptisée salle Gonzague, elle est juste là, est également accessible, donc près de l'entrée du site. Voilà, si vous avez un petit coup de mou pendant la journée, ça peut arriver, ça a juste besoin de faire baisser un peu la température, de récupérer, de vous rafraîchir, n'hésitez pas à vous y rendre, c'est fait pour ça, et dans tous les cas, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe d'organisation en cas de difficulté. Tout le monde est à votre disposition et sera au petit soin pour vous aujourd'hui pour vous aider à passer la journée la plus agréable possible. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. Vous êtes parés à présent pour affronter avec joie le contenu riche, dense, intéressant de ce troisième Carrefour des Pâtes. Et pour ouvrir officiellement cette belle journée à passer ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir au pupitre, et je vous demanderai de l'accueillir chaleureusement, sans mauvais jeu de mots. C'est Stéphanie Braconnier, c'est la directrice de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Madame la directrice, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Au nom de la Chambre d'agriculture, je tiens à vous remercier de nous associer à l'ouverture de ce troisième PAT, Carrefour des PAT, dans lequel nous sommes engagés avec force et conviction du côté de l'Indre-et-Loire. Notre Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, en effet, a fait le choix de s'engager très tôt avec l'État dans cette dynamique en déposant un PAT départemental. Dès 2018, la Chambre d'agriculture, aux côtés de l'État, a souhaité construire une démarche départementale autour de l'alimentation et de l'agriculture.
Cette volonté, elle est née dans un contexte particulier, marqué notamment par la sortie de plusieurs communes de notre département des zones défavorisées simples et qui risquaient de mener à l'arrêt pas mal d'exploitations, et notamment des exploitations agricoles en exploitation d'élevage. Ce qui nous a collectivement conduit à nous interroger sur les leviers à mobiliser pour accompagner durablement l'agriculture tourangelle. La mise en œuvre de la loi Egalim est venue renforcer notre réflexion. Pourquoi une dynamique départementale ? Nous sommes partis d'un constat simple. Les enjeux agricoles et alimentaires dépassent largement les frontières administratives des intercommunalités. Les questions de renouvellement des générations, de foncier, de logistique, de transformation, de structuration des filières ou encore de restauration collective ne s'arrêtent pas aux limites d'un établissement public. Parallèlement, plusieurs PAT émergeaient sur notre département et ils étaient portés par des collectivités qui étaient particulièrement engagées. Notre conviction de Chambre d'agriculture et avec l'État, en déposant un PAT départemental, n'a jamais été d'opposer les échelles, mais bien au contraire de les articuler. Les PAT permettent de répondre aux spécificités locales. Le programme alimentaire départemental apporte quant à lui une vision plus globale, capable de coordonner les initiatives, de favoriser les coopérations, d'accompagner les territoires dans leur recherche de financement et de traiter des sujets nécessitant une masse critique ou une cohérence à une échelle plus large. Cette conviction ne relève pas simplement d'une réflexion institutionnelle. Nous avons souhaité démontrer que l'échelon départemental pouvait être aussi un véritable outil opérationnel au service des agriculteurs, des collectivités et des habitants. Je vais vous citer un exemple, j'en ai plusieurs, mais on va faire court, qui est sans doute connu parmi beaucoup d'entre vous, mais un exemple aussi dont on tire enseignement aujourd'hui. Nous avons accompagné la création de la filière locale Label Rouge Le Grand Bœuf, avec un objectif simple, permettre aux éleveurs de capter davantage de valeur ajoutée localement, tout en répondant aux attentes de la restauration collective et aux exigences d'Egalim. Cette démarche a mobilisé en 2022 éleveurs, organisations de producteurs, opérateurs économiques, abattoirs, collectivités et acheteurs publics, mais aussi le Conseil départemental d'Indre-et-Loire qui a été extrêmement volontariste dans cette démarche. Donc on a rassemblé tous ces partenaires autour de ce projet commun. Les résultats ont été réels. La filière compte 26 éleveurs qualifiés. 148 animaux ont été commercialisés pendant la campagne 2022-2023 et le groupement de commandes, piloté par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, réunissait à l'époque près de 60 adhérents et a permis la distribution de 17,7 tonnes de viande locale dans les collèges, les communes, les EHPAD et autres établissements publics du territoire. Dans la même logique, nous avons développé en 2023 une filière départementale de veaux bio réunissant 9 éleveurs. Et là, plus de 100 veaux ont été commercialisés dès la première année et près de 4 tonnes de viande ont été consommées localement. Ces réussites nous ont cependant nous ont donné une grande leçon d'humilité qui vient nous percuter aujourd'hui. Nous avons constaté que ces dynamiques territoriales prennent toute leur valeur lorsque les marchés sont fragiles, lorsque les cours mondiaux connaissent des tensions ou lorsque les éleveurs ont besoin de davantage de visibilité économique. Dans ces périodes, les filières territoriales apportent de la sécurité, de la lisibilité et de la valeur ajoutée. En revanche, comme c'est le cas aujourd'hui, lorsque les marchés repartent à la hausse ou que les cours deviennent plus attractifs, ces organisations peuvent naturellement être mises sous tension. Certains opérateurs retrouvent d'autres débouchés, certaines productions sont orientées vers d'autres marchés et l'engagement collectif peut se fragiliser. L'expérience du Grand Bœuf nous le montre pleinement aujourd'hui. Une filière territoriale ne vit durablement que si chacun des maillons accepte de s'engager dans la durée. C'est pourquoi nous retenons aujourd'hui un enseignement essentiel à l'échelle de notre département. Sans contractualisation, sans engagement réciproque et sans stratégie économique partagée, les démarches alimentaires demeurent fragiles. Le véritable enjeu n'est pas uniquement de créer des débouchés locaux.
Il est de construire dans la durée des relations économiques solides entre producteurs, transformateurs, distributeurs, acheteurs publics et consommateurs. Cela suppose un dialogue permanent entre les acteurs, mais aussi une évolution de nos pratiques et parfois de nos modèles économiques. Cela suppose davantage de visibilité, davantage de planification et davantage d'engagement réciproque. C'est probablement l'un des grands défis de la nouvelle génération des PAT et des programmes alimentaires départementaux. La première phase donc, de programme alimentaire départemental nous a conforté que PAT et PAD sont complémentaires. Le PAT permet l'innovation, l'expérimentation et l'ancrage local. Le PAD permet la coordination, la mutualisation, la cohérence, la recherche de financement et la structuration des sujets qui nécessitent une échelle plus large. Nous savons également que les financements publics ne sont pas illimités. Dans un contexte budgétaire que chacun connaît, nous devons collectivement rechercher davantage d'efficacité et cela suppose d'optimiser les financements disponibles, de mutualiser les moyens d'ingénierie, de partager les expériences réussies et d'éviter les doublons. Et c'est dans ce sens que nous avons construit le deuxième projet alimentaire départemental 2024-2027 qui est reconnu et soutenu par l'État. Et cette nouvelle feuille de route vise notamment à accompagner le renouvellement des générations agricoles, à préserver le foncier, développer les filières territorialisées, renforcer les outils de transformation, améliorer la logistique alimentaire, soutenir la restauration collective, travailler sur la solidarité alimentaire et renforcer la résilience de notre système alimentaire départemental. Pour terminer, je souhaite rappeler le rôle particulier des chambres d'agriculture dans ces démarches. Établissements publics d'État, dirigés par des élus professionnels agricoles, nous sommes à la fois aux côtés des services de l'État pour mettre en œuvre les politiques publiques et aux côtés des agriculteurs pour accompagner leur transition et porter leurs préoccupations. Cette position nous confère une responsabilité particulière, faire le lien entre les orientations nationales, les ambitions des territoires et les réalités économiques des exploitations agricoles. Nous assumons pleinement ce rôle d'échelon intermédiaire, de facilitateur et d'ensemblier. Les PAT ont démontré leur capacité à mobiliser les territoires. Le défi s'ouvre devant nous, qui est désormais celui du changement d'échelle, mieux articuler les initiatives locales et les stratégies territoriales, renforcer la contractualisation, consolider les filières économiques, sécuriser les financements et construire durablement de la valeur pour nos agriculteurs. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent carrefour des PAT. Merci beaucoup, Madame Braconnier. Merci pour ces quelques mots d'accueil. Michael Chariot est également avec nous ce matin. C'est le directeur départemental des territoires, la DDT, donc des territoires d'Indre-et-Loire. Et je lui cède bien volontiers le micro. Mesdames et messieurs les élus, les directrices, directeurs de services, de projets, Madame la directrice générale de l'alimentation, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à excuser monsieur le préfet d'Indre-et-Loire qui aurait souhaité participer au moins à l'ouverture de vos travaux. Son agenda ne lui a pas permis. J'ai donc l'honneur de le représenter aujourd'hui. Donc en son nom, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce site dédié à la création, à l'échange, à l'innovation. Donc par rapport à votre programme, ce site s'y prête parfaitement, en espérant que les conditions météo nous permettent d'avoir des échanges constructifs. Vous l'avez vu, Madame Braconnier l'a rappelé, on a en Indre-et-Loire une organisation un petit peu originale. Enfin, en tout cas, on aime à croire qu'elle est originale et pertinente, mais peut-être que vous aurez l'occasion dans vos échanges de montrer que d'autres organisations sur d'autres territoires le sont tout autant. Donc ces échanges sont très importants parce que les questions qu'on se pose, nous, sur nos territoires d'Indre-et-Loire, vous les posez également sur les vôtres. Donc les questions de contractualisation nous semblent particulièrement importantes pour avoir de la pérennité dans les systèmes, de la visibilité pour les producteurs et pour tous ceux qui les accompagnent en aval. Les questions de la bonne échelle de réflexion, ça aussi, je pense que
Les expériences des uns et des autres pourront amener des lectures croisées qui nous permettent d'analyser quelle est la bonne échelle d'intervention, et puis bien d'autres sujets qui sont à votre programme. Donc tous ces échanges, on est également ravis de vous accueillir pour la deuxième rencontre physique après la capitale. On a un petit peu de fierté en Indre-et-Loire de se dire qu'on est les deuxièmes à vous accueillir physiquement. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux. Merci Michaël Chariot, merci monsieur le directeur départemental pour ces quelques mots de bienvenue dans la foulée de ceux de Stéphanie Braconnier. Pour conclure cette séquence d'ouverture, merci de bien vouloir accueillir Maud Fépou, c'est la directrice générale de l'alimentation au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc à mon tour, moi je suis ravie de vous retrouver si nombreux en salle. La salle est pleine pour ceux qui sont à distance et qui ne le voient peut-être pas. Ravie de vous retrouver pour, comme ça a été dit, ce deuxième carrefour des PAT physiques. J'avais eu la chance d'être avec vous déjà à Paris en 2023 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième, en tout cas cette deuxième édition en présentiel du carrefour des projets alimentaires territoriaux. Alors bien sûr, je remercie les pilotes du réseau national des PAT pour l'organisation. Je remercie le territoire d'Indre-et-Loire et notamment la préfecture pour son accueil aussi aujourd'hui dans ce beau lieu, je trouve apte en tout cas à susciter l'innovation et le travail collectif. Alors ça a été aussi rappelé dans l'introduction, le contexte budgétaire est ce qu'il est. Je ne vais pas vous faire un dessin et pour autant, le ministère de l'Agriculture et notre partenaire l'ADEME, nous avons choisi, nous avons souhaité, nous avons vraiment mobilisé, nous nous sommes mobilisés pour maintenir ce carrefour des PAT, pour renouveler le réseau national des PAT et maintenir cette organisation de cet événement d'aujourd'hui qui est pour nous important et fédérateur. Parce que ce choix n'est pas anodin de nous rassembler aujourd'hui. Pour le ministère de l'Agriculture, les PAT sont vraiment un levier majeur de la déclinaison territoriale des orientations de la politique de l'alimentation que vous connaissez maintenant au travers de la SNANC, la Stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, qui a connu des rebondissements, mais qui a enfin été publiée en février de ce début d'année et a été déclinée notamment par le Programme national pour l'alimentation, qui est vraiment la déclinaison opérationnelle de cette stratégie. Et dans cette SNANC, dans cette stratégie nationale, les PAT ont toute leur place. Donc, comme vous le savez, chaque territoire a ses particularités, ses contraintes, ses atouts, ses enjeux, ses solutions. Et c'est toute la démarche que nous prenons par les projets alimentaires territoriaux. Faire une initiative issue des territoires sur la base d'un diagnostic agricole et alimentaire du terrain pour identifier les forces, les défis, et surtout les solutions du territoire, avec une gouvernance ouverte qui rassemble l'ensemble des acteurs, producteurs, élus, citoyens, associations. C'est vraiment dans cette vision du dernier kilomètre que nous pourrons décliner au plus près du terrain les grandes orientations définies par la SNANC pour orienter les comportements des consommateurs, en particulier pour une évolution des environnements alimentaires vers plus de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales complètes, issues également de modes de production durables et de qualité, tout en limitant le gaspillage alimentaire et en favorisant les débouchés des filières agricoles locales. Donc c'est vraiment un succès, cette démarche qui vient du terrain, puisque vous le savez, on dénombre aujourd'hui sur le portail France PAT plus de 450 PAT sur l'ensemble du territoire national, ce qui couvre près des 2/3 de la surface agricole utilisée. Donc c'est autant d'idées, d'outils, d'actions, de projets, de modes de gouvernance, d'indicateurs. Chacun dans son territoire a mis en place l'ensemble de ces éléments. Et ça soulève aujourd'hui pour nous un réel enjeu de partage de bonnes pratiques, d'interconnaissance, de mutualisation d'outils pour qu'avec l'ensemble de ces initiatives locales, on les mette en commun et on passe à l'action.
ce qui est le thème de notre journée qui nous rassemble aujourd'hui et que nous aurons l'occasion de décliner à travers les plénières, la place des marchés, comme ça vous a été dit, et l'ensemble des ateliers qui auront lieu cet après-midi. Donc, je ne vais pas forcément être plus longue parce que je pense qu'on a tous envie d'entrer dans l'action, justement dans le concret de cette journée. Et je sais que nous partageons une vision commune sur cette transition vers une alimentation saine, sûre et durable, accessible à tous. Et donc, je souhaite que nos travaux collectifs aujourd'hui soient fructueux en ce sens, autour de cette ambition, de cette belle ambition que nous partageons. Merci à tous. Merci Maud Fepou pour cette introduction et effectivement, vous l'avez dit, on vous retrouvera à l'occasion de la première table ronde de ce matin. Vous viendrez vous asseoir dans l'un de ces jolis fauteuils bleus avec moi. Nos travaux du jour seront scrutés avec bienveillance par notre grand témoin Nathalie Corrade, qui est maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro. Je vous la présenterai plus longuement tout à l'heure, mais elle est évidemment déjà parmi nous. En fin de journée, elle viendra nous livrer ce qu'elle aura retenu de nos échanges, sachez-le. Pas facile à dire dès le matin et peut-être en ayant un peu soif. Je vais m'hydrater, mais pour l'heure. Et avant d'ouvrir une première table ronde avec notamment Maud Fepou, je vais céder avec plaisir la parole à quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie, c'est Sarah Martin, chef du service agriculture, forêt et alimentation de l'ADEME. Elle est venue avec dans sa besace une présentation de l'étude L'impact des projets alimentaires territoriaux. En d'autres termes, Sarah, des faits et des chiffres pour découvrir concrètement ce que les projets alimentaires territoriaux changent dans nos territoires. Il y a une petite zapette que Marguerite est en train de vous apporter, Sarah, pour que vous puissiez avancer en toute autonomie dans votre présentation. Quelques applaudissements pour Sarah, s'il vous plaît. Non, ça ne marche pas. Et on y va. Ça ne marche pas. Ça n'a pas l'air passé. Bonjour à tous et tous, mais j'arrive pas à passer la diapo. Alors, normalement, vos slides sont avant et ils ne sont pas dans la présentation. On va peut-être switcher. C'est peut-être pas la dernière version, mais ça tombe bien parce que j'avais juste un truc à vous dire. Allez, on se donne une deuxième chance. Peut-être qu'on va la trouver, la présentation. Sinon, je sais que vous êtes tout à fait capable de passer à travers son support. Juste parce qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver. Donc, si vous avez occupé les côtés de votre rangée et qu'il reste des sièges vides au milieu, est-ce que je pourrais vous demander éventuellement de vous décaler de telle manière qu'on ne soit pas obligé de vous enjamber pour aller rejoindre les sièges du milieu? Ça pourrait faciliter la vie à tout le monde. Voilà, parce que les places commencent à être chères. Manifestement, il est couru, ce troisième carrefour des PAT, et c'est très très bien comme ça. Et en plus, quand on se déplace, ça brasse l'air, ça peut pas faire de tort. Est-ce qu'on a remis... écoutez, on prend tout ce qui vient. Est-ce qu'on a remis la main sur la présentation de Sarah? Pas encore. C'est pas grave, je vais démarrer comme ça. Allez, on est parti. Puis on prendra au fil de l'eau quand ça arrivera. Ravi également de vous retrouver donc, aussi nombreux autour des projets alimentaires territoriaux. Je ne vais pas faire de redondance avec ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai que l'échelon territorial, c'est vraiment celui de l'action opérationnelle. Et je pense que c'est ce qu'on va voir tout au long de la journée. Action opérationnelle adaptée à l'habitant, aux citoyens, aux travailleurs du territoire. Et c'est vraiment là qu'on va trouver tout ce qui est créativité, innovation. On n'est pas sur des recettes toutes faites. Il y a beaucoup d'exemples à prendre. Il faut s'inspirer de ce que font les autres, mais il n'y a pas une solution puisque chaque solution va être adaptée à chaque territoire. Et donc l'idée du PAT, c'est vraiment de faire ensemble. Donc côté ADEME, on a accompagné l'émergence des PAT aux côtés du ministère de l'Agriculture depuis déjà un paquet d'années pour mettre un peu d'environnement dans l'approche systémique qu'on a des territoires. Et je pense qu'on peut être collectivement satisfait de où on arrive aujourd'hui, à la fois en termes de représentativité sur les territoires et de cette approche justement qui englobe les enjeux environnement, santé, sociaux et économiques. Et du coup, côté ADEME, on est plutôt recentré maintenant sur l'aspect outillage, accompagnement des PAT et notamment sur le suivi-évaluation parce que, comme ça a été dit, il faut aussi rendre des comptes et essayer de quantifier, et c'est un exercice qui n'est pas évident, de quantifier qu'est-ce qu'on arrive à vraiment transformer au niveau des PAT. Alors,
Je ne sais pas si vous... Non, bon. On y est Je voulais toujours juste rappeler qu'on avait quelques travaux que vous avez à disposition, donc à la fois sur la plateforme du RNPAT, mais aussi sur la librairie ADEME, comme un panorama des méthodes d'évaluation et des actions et des PAT inspirants. Donc une étude qu'on a publiée en 2024, donc que vous retrouverez sur notre site. On a également en cours un travail avec le ministère de l'Agriculture sur l'essaimage de la méthode de pilotage des PAT par suivi et évaluation. Et là, l'enjeu, en fait, c'est de faire monter en compétence, donc sur 4 régions, des chargés de mission régionaux, les DRAF et des chargés de mission ADEME, pour accompagner les PAT dans l'évaluation, le suivi et évaluation et la mise en place d'indicateurs dès le début de l'élaboration des PAT. Donc, on a aujourd'hui 4... Ça marche ? Yep. Ça, c'était la première étude. Et donc, on a aujourd'hui 4 réseaux régionaux. Donc, vous voyez là les 4 régions qui sont accompagnées. Et donc, selon les résultats de ces travaux, on va pouvoir d'une part créer une boîte à outils pour capitaliser, aider à essaimer la démarche de manière autonome, mais peut-être poursuivre aussi ces formations, voilà, pour que vous soyez plus autonome dans cette méthode de suivi et évaluation. Et du coup, je passe à la partie l'étude. Voilà. L'étude sur l'évaluation chiffrée de l'impact. Donc, on a essayé premier travail méthodologique. L'étude, elle est en ligne depuis ce matin, donc vous irez chercher les données directement dans la synthèse. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'évaluer les impacts environnementaux, sociaux, sanitaires. Donc, on est parti de 5 PAT qu'on a essayé de... pas représentatif évidemment, mais diversifié, différentes tailles, différents types de structures, pour essayer d'illustrer un peu la différence de ce qu'on arrivait à obtenir sur des PAT, donc plus ou moins, qui existent depuis plus ou moins longtemps, mais sur lesquels on était en capacité d'aller chercher des chiffres concrets. Voilà. Donc c'est un petit peu un travail exploratoire. On a consolidé les données avec les PAT concernés, et puis on ressort quelques indicateurs que vous pouvez éventuellement après essayer de vous approprier pour derrière aller convaincre vos élus de l'utilité de ces travaux. Donc un premier point qu'on a essayé de creuser, c'est comment soutenir et développer la production agricole sur le territoire et comment les PAT parviennent à arriver à ça. Donc, dans les points qui sont ressortis sur les 5 PAT identifiés, c'est que tous avaient acquis du foncier agricole dans les collectivités. Et donc, ce foncier agricole est majoritairement converti en agriculture biologique. Donc, c'est un levier pour les territoires pour inciter à la conversion au bio. Donc, j'ai mis l'exemple de la communauté de communes de Val-de-Drôme en Bio-Vallée. Donc, on a sur les hectares acquis par la collectivité, 90% qui sont cultivés en bio. Et sur le territoire, on a 27% d'agriculture biologique, de la SAU en agriculture biologique. Là où en France, on est plutôt à 11%. Donc, on peut identifier que le PAT a pu contribuer à ça. Alors, c'est toujours la difficulté. Hein. Le PAT ayant une approche systémique, c'est comment on relie un résultat en disant c'est lié au PAT. Donc, on a essayé de prendre beaucoup de précautions de méthode en comparant par rapport à des moyennes France ou par rapport à ce qui existait avant le PAT. Mais évidemment, c'est compliqué de 100% l'attribuer à ça. Il y a d'autres travaux que les PAT qui peuvent se faire en parallèle. Le deuxième point sur lequel on a essayé de mettre quelques chiffres clés, c'est sur la notion de circuit de proximité et de création de valeur sur le territoire et comment retisser les liens entre production et consommation. Donc sur l'ancrage du coup des chaînes agricoles et alimentaires par la création de débouchés locaux. Donc, je vous ai mis 2 exemples. Évidemment, l'approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux qui permet, donc, sur le PAT de Rennes Métropole, plus d'1 million de retombées économiques, donc de création de valeur sur le territoire du fait des achats en circuit court, ou des dispositifs donc là, qui sont plus difficiles à quantifier en termes de résultats sur la structuration de groupements, de marchés de gros ou de halles de producteurs pour faciliter en fait, l'accès aux marchés locaux pour les producteurs.
Donc sur les 5 PAT, donc, comme je vous ai dit, on agrège des données de territoires très très différents, donc c'est à prendre précaution, mais on voit qu'on arrive quand même à des chiffres conséquents sur les retombées économiques, avec plus de 7 millions de retombées économiques liées à cette question de circuit court dans les cantines. Et les PAT, c'est évidemment pas que les cantines scolaires, mais c'est le point sur lequel on a le plus de données aujourd'hui, grâce à l'outil Ma Cantine notamment. Et on l'a relié aussi à la création de valeur, liée au fait que l'animation du PAT, certes, elle a un coût, mais par rapport à la retombée économique qui est associée sur le territoire, pour 1 euro dépensé, selon les territoires, là, on arrive à 2 à 5 euros de valeur créée sur le territoire avec les appros locaux sur la cantine. Et on en est qu'au début, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et à l'échelle France, si on faisait, avec 5% d'appros locaux, on serait à 90 millions d'euros. Si toutes les cantines arrivaient à 5% d'appros locaux, ce qui est quand même pas très ambitieux à ce stade. Je pense qu'on se donne des objectifs collectivement beaucoup plus élevés que ça. Si on était à 50%, ce qui a été atteint sur la communauté de communes de Val-de-Drôme Bio-Vallée, on arriverait à 900 millions de retombées locales à l'échelle France, multipliées sur toutes les cantines scolaires. Et puis le dernier point qui est autour d'aller vers des nouvelles habitudes alimentaires, donc là qu'on va pouvoir décliner avec des impacts de nature différente. Donc la partie qu'on peut quantifier sur les cantines scolaires, c'est les approvisionnements en bio, en produits locaux et la végétalisation des assiettes avec la diversification protéique notamment. Donc là, je vous relis ce qui est sur les diapos, mais donc sur les différents territoires, et donc là avec le suivi sur Ma Cantine notamment, la mise en œuvre de la loi Egalim, on arrive à des résultats qui sont assez significatifs et qui permettent à minima déjà d'atteindre et de dépasser Egalim dans un certain nombre de cas. Et donc on a essayé de quantifier du coup les bénéfices sur la santé. Donc là c'est la commune de Moinsartou qui est accompagnée sur un travail de recherche qui a permis de quantifier les effets avec 24% de prévalence du surpoids et de l'obésité en moins sur les enfants qui fréquentent les cantines scolaires. Donc c'est la première fois qu'on arrive à mesurer un effet sur la santé et donc qui est lié à la mise en œuvre des recommandations Egalim et du PNNS. Donc ça, on pourrait derrière aller jusqu'à extrapoler un impact en termes de, si ces bonnes pratiques perdurent dans la vie en termes d'évolution des pratiques alimentaires, sont disséminées dans les familles, parce qu'on voit que ce qui se passe dans les cantines, ça a aussi un effet sur derrière les comportements des familles, avec des bénéfices, c'est pas le terme, plutôt des économies sur la sécurité sociale qui seraient tout à fait significatives au regard des enjeux de santé liés au surpoids et à l'obésité. Un deuxième volet sur la partie économie financière. Donc là, on a surtout quantifié la réduction du gaspillage alimentaire, avec évidemment en brut, on peut parler de tonnes de denrées économisées, mais c'est surtout des économies qui sont réalisées sur les différents territoires. Donc pareil, on a relié en fait l'euro d'animation du PAT lié aux économies dépensées. Donc pour 1 euro dépensé dans l'animation du PAT, et de manière générale, pas que sur la partie gaspillage, on arrive à 8 à 16 euros d'économies réalisées sur la réduction du gaspillage dans les 5 PAT étudiés. Donc c'est assez significatif comme effet transformateur. Évidemment, cette réduction du gaspillage, multipliée par le nombre de cantines scolaires, on pourrait aller jusqu'à 400 millions d'euros d'économies en France, qui sont des économies à réinvestir évidemment dans la qualité, le local. Et c'est ça qui permet, on sait que globalement, on a un surcoût à l'achat de produits de meilleure qualité, et ça permettrait de réinvestir là-dedans. Et puis le dernier point, c'est sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on l'a quantifié là sur un exemple, mais dans les travaux, on l'a quantifié sur l'ensemble des projets alimentaires, des 5 projets alimentaires qu'on a étudiés. Donc par exemple sur le PETR du Pays d'Arles et la métropole donc Aix-Marseille-Provence, qui est la plus grosse collectivité qu'on a regardée, on arrive à moins 16% d'émissions de GES sur les repas de la cantine. Donc c'est quand même très significatif. Grâce au double effet réduction du gaspillage alimentaire et diversification protéique, végétalisation des assiettes. Et on peut arriver quasiment à moins 50% dans les PAT qui ont été le plus loin sur ces 2 leviers-là. Donc avec des quantités de gaz à effet de serre économisées très significatives.
Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les chiffres et on va passer à la partie plus opérationnelle de la journée. Donc juste en conclusion, donc l'étude, elle est en ligne. J'espère que vous y trouverez un certain nombre d'arguments pour continuer à convaincre sur l'efficacité d'un euro investi dans les projets alimentaires territoriaux et les effets concrets qu'on peut avoir en mettant de l'animation pour obtenir derrière des résultats quantifiés sur tous les différents sujets. Et peut-être un dernier mot, donc là on essaie de quantifier sur les sujets environnement, santé, économique. C'est évidemment des sujets importants sur les PAT, et il y a peut-être un nouvel aspect qu'il va falloir introduire dans les PAT, c'est le sujet adaptation, qui est peut-être à mettre de manière exploratoire, mais je pense qu'on va tous y être confrontés, qu'il s'agisse au niveau agricole comme au niveau alimentaire. Enfin, l'ensemble du système alimentaire et des filières va être affecté par les conditions climatiques de ces dernières semaines, et c'est peut-être un sujet dans lequel les PAT peuvent également permettre une approche collective pour mieux aborder cette thématique-là à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Sarah Martin, pour la présentation synthétique des résultats de cette étude qui finira, si ce n'est pas déjà le cas, par se retrouver sur la librairie ADEME. Elle y est, voilà, vous me le confirmez, mais également en lien sur le portail web France PAT, que je ne saurais trop vous inviter à aller consulter régulièrement. C'est une vraie mine d'informations pour vous. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir dans le courant de la journée. Allez, on continue à creuser le même sillon. Quel levier publics, financiers et territoriaux permettent de transformer les PAT en plans d'action à impact réellement mis en œuvre sur le terrain. Car aujourd'hui, vous le savez, il ne s'agit plus seulement de savoir si les PAT sont utiles, mais comment ils deviennent des outils d'action et d'impact. On a déjà, à travers les premières prises de parole, esquissé de premières pistes. On va continuer à en parler avec les intervenants de la première table ronde de la matinée. Comment on transforme une ambition en capacité d'agir pour venir semer des cailloux blancs sur ce sujet avec nous ce matin. On retrouve Maude Fepou, directrice générale de l'alimentation au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, mais elle est accompagnée de Thémanuata Girard, vice-présidente agriculture et alimentation ici au sein de la région Centre-Val de Loire, ainsi que de Linda Rebout, directrice des investissements du pôle environnement au sein de la Banque des Territoires, groupe Caisse des Dépôts. Une table ronde très féminine. Mesdames, c'est à vous, les sièges vous attendent. Voilà, je vais garder celui-ci pour moi, si vous voulez bien. Il y a de l'eau. Et on a poussé le raffinement jusqu'à vous proposer des brumisateurs aussi. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à vous en servir si vous en éprouvez le besoin. Il y a 2 micros à vous partager. Ça devrait bien se passer. Et ma première question sera pour vous, Maude Fepou, si vous le voulez bien. On va poursuivre dans la lignée de votre première prise de parole. Quelques mots en ouverture de cette table ronde pour évoquer la SNANC, donc la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, mais aussi le PNA 4, qui en est finalement sa déclinaison opérationnelle pour les politiques alimentaires. Bon, on l'a compris, voilà, cette stratégie, elle place clairement les projets alimentaires territoriaux au cœur de la transition alimentaire. Les PAT deviennent, l'expression est de moi, vous me direz si elle vous convient ou pas, mais des bras armés, finalement, de l'État dans les territoires, avec des objectifs ambitieux. Lesquels? Première question. Et deuxième question qui s'inscrit dans le droit fil de la première. Est-ce que cette nouvelle donne fait aussi émerger de nouvelles attentes ou de nouvelles responsabilités qui vont finalement à brève échéance peser, et ça peut être un terme positif, sur les projets alimentaires territoriaux? Merci beaucoup. Alors, vous l'avez dit, tout part de la stratégie maintenant. La stratégie, donc la SNANC, la stratégie nationale de l'alimentation, du nutrition et du climat, donc je le rappelle, publié en février 2026. Mais en fait, c'est un grand chemin semé d'embûches. Le chemin a été long, mais nous sommes arrivés au bout de... merci beaucoup. Comment a été publiée cette SNANC qui finalement, j'ai envie de dire, a percolé dans l'ensemble des travaux, et on a finalement appliqué la SNANC avant qu'elle soit publiée, parce que finalement,
mis à part quelques petits sujets, c'est une vraie ambition consensuelle qui embarque l'ensemble des acteurs. Ça allait de soi, c'était déjà en train de se faire, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et d'ailleurs, l'appel à projet qui a été consacré au Salon de l'agriculture de février dernier s'appelait Vers la SNANC, donc on était déjà engagés et déjà embarqués dans cette histoire de SNANC. Qu'est-ce qu'elle apporte, la SNANC? Elle apporte finalement la concrétisation de cette stratégie vraiment multifactorielle. La SNANC, son nom, toutes les lettres de son nom l'indiquent. On est vraiment systémique sur la nutrition, la santé, le climat, l'alimentation. Donc on est vraiment sur des enjeux économiques, nutritionnels, environnementaux, sociaux. Donc on est vraiment sur comment on englobe l'ensemble de ces sujets-là. Et je dirais que cette SNANC, encore une fois, on était déjà sur ce chemin, mais qu'est-ce qu'elle apporte vraiment de concret? C'est finalement la consécration des projets alimentaires territoriaux, les PAT. Puisque finalement, la SNANC, elle se fixe un objectif, donc c'est une stratégie avec des ambitions, des indicateurs, d'avoir 80% des PAT opérationnels à l'horizon 2030, qui est l'horizon de la SNANC. Donc c'est vraiment, non seulement les PAT sont consacrés, mais on se fixe un objectif ambitieux de leur présence sur l'ensemble du territoire. Et puis, on leur fixe une mission. Alors, je ne dirais peut-être pas que c'est le bras armé de l'État, puisque la SNANC, ce n'est pas que l'État, mais bien heureusement, c'est l'ensemble des acteurs qui se regroupent autour des PAT. Mais on va dire que les PAT, c'est le bras armé de la stratégie, de comment on la décline sur le territoire. Et c'est vraiment un bel enseignement de la SNANC, c'est il faut aller sur le terrain, il faut aller jusqu'au dernier kilomètre. Ce n'est pas une stratégie qui reste sur un bureau parisien, c'est vraiment une stratégie qui doit se décliner. Alors déjà au niveau régional, vous connaissez sans doute les CRALIM, donc les commissions régionales pour l'alimentation, qui déclinent de manière opérationnelle en région cette stratégie, et puis bien sûr les PAT qui se l'approprient au plus près des territoires avec des géométries et des échelles différentes, mais encore une fois, c'est bien adapté aux besoins du territoire, et donc ça n'a pas de difficulté. Maud Phépou, on le voit bien en vous écoutant, qu'on est au-delà de l'animation territoriale. Il s'agit vraiment d'endosser un rôle de chef d'orchestre de la politique alimentaire au niveau territorial. Sur le papier, c'est effectivement et évidemment intéressant, mais en pratique, est-ce qu'aujourd'hui, les PAT ont les moyens nécessaires pour remplir cette mission? Je reprends le terme que vous avez vous-même employé. Alors, je dirais qu'ils ont les moyens en termes de légitimité. Comme je l'indiquais, la SNANC, alors, je n'ai pas terminé ma présentation, je sens que ça fait réagir oui, dans la salle. Voilà. Mais les joies du direct. Ouais. Mais c'est important d'être légitime. Et encore une fois, d'inscrire les PAT dans la SNANC, c'était vraiment une volonté partagée par l'ensemble des ministères qui s'y associent. Parce qu'effectivement, les PAT, et je remercie beaucoup l'ADEME pour l'étude qui a été faite, on est fortement challengé parfois en disant mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, un PAT sur le terrain? Et bien maintenant, là, on est en train de le prouver. Maintenant, on est en train de le prouver. On avait bien sûr ce sentiment, cette intuition. Maintenant, on a des chiffres pour corroborer cela. Et donc, effectivement, la légitimité de l'outil PAT, de l'action PAT, c'est quand même pas si négligeable, même si ça vous fait sourire, parce que vous attendez ma deuxième phrase. Ouais, au-delà de la légitimité. Sur les moyens financiers, je me doute. Alors, il faut se rappeler que quand les PAT ont été créés, il n'y avait pas forcément de moyens financiers. Et puis, il y a eu 2 vagues très fortes d'accompagnement financier par l'État. Tout d'abord, le plan de relance, qui a consacré les PAT émergents, donc plus de 300 PAT ont émergé. Puis ensuite, la planification écologique, on parle de dizaines de millions d'euros, bien sûr. C'est des moyens non négligeables, où on a pu également accompagner des PAT au passage au niveau 2, donc au niveau opérationnel. Donc il y a vraiment eu ces 2 facteurs accélérateurs, plan de relance, planification écologique. Et c'est vrai, c'est sûrement cela qui vous a fait sourire tout à l'heure, en 2026, on a retrouvé non pas 0 budget, mais un rythme antérieur à ces 2 coups d'accélérateur, avec toujours les moyens du PNA, qui consacre chaque année des lauréats au Salon international de l'agriculture de Paris, et donc avec ces PAT émergents. Et effectivement,
un peu moins cette année, on verra pour l'année prochaine, de PAT qui passent au niveau opérationnel. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est que les PAT, donc maintenant plus de 450 sur le territoire, des PAT qui sont au niveau opérationnel, on n'est plus dans cette phase, je dirais, de jeunesse, on est plutôt maintenant dans la maturité, où les PAT trouvent leur propre modèle et peuvent avancer seuls, et heureusement, parce que si le PAT devait tenir la main, enfin l'État devait tenir la main de tous les PAT, on serait limité. Il faut au contraire que chacun puisse grandir sur son territoire. En revanche, vous trouverez toujours l'État sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire sur la mise en commun, sur l'animation, sur la mise en réseau, sur le partage. Ça coûte pas forcément très cher. Ça coûte quand même un petit peu, mais c'est pas autant que si on le faisait individuellement pour chaque PAT. C'est plutôt comment on accompagne, comment l'État accompagne par le réseau la mise en commun et comment chacun peut s'enrichir au sens non financier, mais technique du terme. Et on y reviendra tout à l'heure. Merci pour ces mots d'ouverture, mots de fait. On va faire tourner la parole en la passant à Temanuata Girard, Madame la vice-présidente. On le sait, hein, le centre Val-de-Loire, je vous vois prendre des notes, vous êtes complètement immergé dans le sujet de cette table ronde, et c'est bien, merci pour ça. C'est une région qui est historiquement investie sur l'alimentation. Vous avez eu le nez creux au moment où, il y a quelques années, alors vous, je parle de la région, hein, où il y a quelques années déjà, voilà, vous vous êtes dit, ça c'est un sujet sur lequel on doit investir et sur lequel il faut du portage politique parce qu'il va devenir un enjeu majeur dans les années qui viennent. Alors en effet, la région était assez impliquée. Alors moi, j'étais pas à la région, mais j'étais plutôt de l'autre côté en fait. J'étais plutôt du côté des acteurs qui se mobilisaient pour parler l'alimentation. En effet, la région, elle vote sa première stratégie alimentation en 2017. Elle a la chance d'être très hétérogène en acteurs sur le terrain. Justement, les notes, et c'est parce que je vois des personnes dans la salle, c'est que du coup, on a la chance d'avoir un réseau des AMAP présents, et donc avec des acteurs très identifiés historiquement depuis très longtemps pour se mobiliser sur ces sujets. On a la chance d'avoir l'Institut européen d'histoire de la gastronomie, et je vois du coup Olivier qui est au fond de la salle, l'IEHCA, qui nous sensibilise énormément sur les sujets de l'alimentation. On a aussi le PNR, du coup, Anjou-Touraine, qui est dans la salle, et qui, du coup, Parc national, voilà, naturel régional, et on n'en a pas qu'un d'ailleurs, et du coup en région, et sur lesquels le sujet de l'alimentation, donc, du coup, est aussi énuméré. En gros, on a une multitude d'acteurs qui est sensibilisée sur l'alimentation, en plus du monde agricole. Et la volonté en fait de la région, et qui s'est amplifiée avec la dernière stratégie qu'on a votée l'année dernière, c'est de vraiment montrer la transversalité de l'alimentation qui ne repose pas que sur l'agriculture. Et je remercie quand même du coup Stéphanie, la Chambre d'agriculture et l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture pour travailler sur ces sujets-là. Mais bien souvent, on a tendance à dire du coup que on valorisera notre alimentation quand l'agriculture changera. Et en fait, je suis persuadée que, et je suis, nous à la région, nous sommes persuadés que la stratégie de l'alimentation et la transversalité de ce sujet prendra de la hauteur et ira encore plus loin quand tous les acteurs vraiment concernés se mobiliseront. C'est vraiment le croisé de nos politiques régionales. On est autant de la fourche à la fourchette que de la fourchette à la fourche. C'est ça. Quand on parle alimentation, on parle santé, on parle culture, on parle économie, on parle aménagement du territoire, on parle éducation, on parle d'une multitude de sujets sur lesquels les acteurs n'ont pas juste un bout à dire, mais vraiment du coup de A à Z. Et je pense qu'on avance et on se rend compte qu'on va beaucoup plus loin. Sur la santé, on a des structures, les comités locaux de santé qui sont sur notre territoire et avec lesquels j'avais jamais échangé. Et avec mon homologue, du coup, Sylvie Dubois, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille encore plus loin et qu'on travaille beaucoup plus loin pour travailler. Il y a bien le sujet économique, il y a le sujet, en effet, de comment on va un peu plus loin sur, du coup, ces approvisionnements, sur cette massification. Mais avant d'aborder le sujet économique, je pense qu'il faut vraiment qu'on aborde un sujet
qui est transversale du coup et vers où on veut aller tous ensemble. Et donc justement, vous avez évoqué tout à l'heure la première stratégie qui avait été votée en 2017. Vous avez aussi dit un mot rapidement, je voudrais qu'on y revienne, sur cette nouvelle stratégie qui a été votée en décembre dernier, donc elle est toute fraîche, toute belle. C'est une stratégie qui a été adoptée au terme d'un an de concertation avec toutes les forces vives du territoire, dont celles que vous avez citées et bien d'autres. Et ça dénote aussi d'une certaine manière de rentrer dans le sujet et de le faire vivre sur le territoire. Dans cette stratégie, on trouve plusieurs outils qui sont pensés pour aider les PAT à passer à la vitesse supérieure, un peu dans l'esprit du plan national, finalement évoqué par Maud Fepou tout à l'heure, passer de l'animation et du diagnostic à la mise en œuvre de projets concrets. On parlera de restauration collective un peu plus tard dans le cadre de la table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres outils sur lesquels vous avez envie de vous arrêter ce matin pour les partager avec les personnes qui sont dans la salle ? Quand j'échange avec les PAT, l'outil, et ça a été bien démontré par l'étude ce matin, c'est vraiment la coordination. C'est comment on arrive à aller un peu plus loin sur la coordination, sur les actions qui sont mises en place par les différents PAT. On a vraiment une approche territoriale avec du coup l'écosystème sur place qui est importante et on se rend compte que le fait de coordonner ou de mutualiser, enfin vous l'avez très bien dit, déjà de communiquer aussi sur les expériences me paraît vraiment important. On travaille avec, je salue la directrice du coup de la DRAF qui est sur la salle également, mais on essaye de travailler en commun avec les services de l'État, mais aussi avec tous les autres acteurs, de manière à pouvoir vraiment coordonner ces actions. Moi, ce qui me... ça me choque parfois. Ça me choque. Ce qui me choque, c'est quand j'arrive à une journée de coordination, une journée d'orientation des PAT, c'est qu'on voit vraiment parfois cette méconnaissance entre les acteurs, les élus notamment. Il faut qu'on actionne encore plus quand les élus qui sont déjà sensibilisés sur ces sujets participent à ces journées d'orientation. Les chargées de mission, elles sont top, elles sont passionnées en plus et elles veulent toujours aller beaucoup plus loin. Mais les élus ont tendance à connaître que ce qui se passe sur leur territoire, alors qu'il faudrait vraiment qu'on leur témoigne comment ça s'est déroulé en amont, comment on capitalise sur les erreurs qui sont passées et comment on capitalise sur ce qui marche super bien, tout en préservant et en prenant en compte, j'insiste, sur l'écosystème du territoire, parce que c'est quand même super important. Linda Reboux, on va parler moyens et financement avec vous, évidemment, puisque je l'ai dit tout à l'heure, vous représentez la Banque des Territoires. Et c'est le mot qui a été prononcé tout à l'heure et qui a fait réagir le plus. C'est la question, effectivement, du financement. On comprend plus d'ambition, des objectifs plus élevés, des indicateurs à compléter. Il va falloir renforcer les moyens alloués à la transition des systèmes alimentaires dans l'avenir. De quelle manière très concrètement, la Banque des Territoires y contribue-t-elle déjà et continuera-t-elle à y contribuer encore mieux demain ? Bonjour à tous. Alors, la Banque des Territoires, un tout petit mot pour dire qui on est. On est un des 5 métiers du groupe Caisse des dépôts, donc c'est la Caisse des dépôts. Nous, on accompagne les acteurs des territoires dans la concrétisation de leurs projets d'intérêt général. Un peu partout en France, on s'appuie sur 16 directions régionales et une quarantaine d'implantations partout en métropole et dans les Outre-mer. Les enjeux de transition agricole et alimentaire font partie de nos mesures phares, de notre plan stratégique. Et parmi nos objectifs sur ces sujets-là, on va vraiment chercher à accompagner les acteurs territoriaux dans la mise en œuvre des objectifs réglementaires et notamment des objectifs des lois EGalim, AGEC, de l'opérationnalisation de la SNANC. Et donc, tout ça pour essayer de favoriser la résilience alimentaire de nos territoires en maximisant l'impact. Alors la Banque des Territoires, c'est pas qu'une tirelire, et c'est ça qui est intéressant. Non, c'est pas qu'une tirelire, effectivement. Comment on fait ça concrètement ? On a 3 métiers. Le premier métier, donc, c'est conseiller, financer, opérer, nos 3 métiers. Si je commence par le métier de conseiller, on est en fait un acteur de l'ingénierie territoriale. On va pouvoir financer de l'ingénierie auprès des collectivités
qui portent des PAT. Donc on accompagne des collectivités dans la conception très amont d'un PAT ou son opérationnalisation, y compris sur des enjeux de gouvernance territoriale, en finançant des acteurs de l'ingénierie, des temps d'animation, de co-construction sur le terrain. Donc premier gros bloc d'accompagnement. On a aussi un dispositif d'accélération pour des projets entrepreneuriaux, pour les aider à accélérer, à passer à l'échelle, et avec l'ambition d'accélérer une 40aine de projets dans les 4 prochaines années. Ce dispositif s'appelle Territoire nourricier. On finance aussi Territoire fertile, qui est une plateforme en ligne de diagnostic, de pré-sensibilisation pour aider aussi, on l'a dit, c'est important, à convaincre de l'intérêt de s'emparer de ces sujets-là dans les territoires. Donc ça, c'est pour le premier bloc conseillé. Le second bloc, c'est financer, c'est évidemment le nerf de la guerre, les financements. Donc nous, on intervient en investissant dans des projets qui soient portés par des structures privées ou par des structures d'économie mixte sur toute la chaîne de valeur. On investit dans des foncières agricoles, on investit dans des outils de transformation, de distribution. On est actionnaire d'une grande partie des mines, les marchés d'intérêt nationaux aussi sur le territoire. Et on fait des prêts aux collectivités, des prêts de très long terme qui vont leur permettre, par exemple, de faire de l'acquisition foncière, comme on le voyait tout à l'heure, ou de financer une cuisine centrale en régie. Oui, c'est ça, vous nous donnerez d'ailleurs tout à l'heure quelques exemples. C'est important, hein, cette logique de financement. Quand la Banque des territoires met des billes, elle crée aussi un effet de levier pour d'autres banques plus conventionnelles. Absolument, c'est notre objectif numéro 1, et on le voit bien d'ailleurs sur notre troisième métier, où on est opérateur pour le compte de l'État, via France 2030, de différents programmes, avec un certain nombre de ces programmes qui sont directement liés aux enjeux de transition agricole et alimentaire, avec évidemment l'objectif de faire un maximum d'effets de levier sur des financeurs privés, de drainer un maximum de fonds vers ces enjeux de transition sur agricole des projets et alimentaire. d'innovation, hein, majoritairement. On a un programme qui s'appelle Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, qui a permis de donner naissance à une trentaine de démonstrateurs un peu partout sur les territoires qui portent des innovations, pas forcément que technologiques, aussi des innovations organisationnelles, pour démontrer la faisabilité de formats innovants répondant à des enjeux de transition agricole. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'AMI ouvert pour l'instant. Vous me l'avez dit au moment sur où on a échangé sur le volet France 2030, il n'y en a pas en ce moment. Mais il peut y en avoir des nouveaux. Donc, restez attentifs. Ces dispositifs de financement, Linda, ils sont accessibles à tous les PAT, même ceux qui sont relativement dépourvus d'ingénierie interne. On sait bien que toutes les collectivités, tous les porteurs de PAT ne sont pas égaux entre eux sur ces questions. Oui, on finance vraiment tout type de projet, qu'ils soient rattachés à un PAT ou en dehors d'un PAT, et on cherche à se focaliser en priorité sur les territoires qui n'ont pas les moyens eux-mêmes d'avoir des crédits d'ingénierie, de financer leur propre ingénierie. Et là, on va mettre un accent tout particulier dans les mois et années à venir sur les territoires ruraux, justement, en étendant certains de nos dispositifs aux territoires ruraux pour justement leur donner plus de moyens d'action. C'est pas un guichet, donc il faut vraiment solliciter, nous solliciter. Il faut que les projets soient mes collègues. Il y a des critères. Il y a des critères, mais pour autant, on cherche vraiment à prioriser sur les territoires à enjeu et peut-être des petites communes qui ont moins de moyens que des grosses métropoles qui auront peut-être plus de moyens pour faire des études, notamment sur la partie ingénierie. Allez, il nous reste une dizaine de minutes pour évoquer un levier majeur d'opérationnalisation, je vais y arriver, c'est la restauration collective. On parlera cet après-midi de restauration scolaire, hein, on va le faire vraiment en entonnoir, mais ce matin, on va rester un peu plus générique en parlant de restauration collective. Oui, c'est un levier majeur, oui, c'est sans doute celui par lequel on embarque le mieux. Question pour vous, hein, Maud Fepou, on le sait, la restauration collective, elle est au cœur de la loi Egalim, bien sûr, ça a déjà été dit plusieurs fois ce matin, et des objectifs de la SNANC, vous l'avez évoqué également. Puisqu'on est sur une journée technique où on parle moyens et outils, vous vouliez évoquer 2 guides pratiques élaborés dans le cadre du Conseil national de la restauration collective, qui viennent d'être publiés à destination des acheteurs publics, ou en tout cas de la restauration collective. Ça changera quoi pour les PAT, l'arrivée de ces guides pratiques? Alors c'est vrai que là on est au croisement des chemins par rapport à, comme vous l'avez dit, la loi Egalim de 2018, qui a été ensuite complétée par la loi Climat et Résilience, et qui fixe finalement à chaque restauration collective des objectifs, des exigences en termes d'approvisionnement durable et de qualité, donc 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio dans chaque restauration collective.
Alors, où on en est maintenant, quelques années après cette loi, eh bien, effectivement, on n'est pas complètement à l'atteinte de ces objectifs. Et donc, depuis plusieurs années, et notamment au sein du CNRC, hein, vous l'avez dit, le Conseil national de la restauration collective, qui est porté également par le ministère, on essaye d'accompagner les acteurs pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, qui sont des objectifs législatifs, hein, donc qui sont tous à mettre en œuvre. Et donc, pour faciliter cette atteinte, eh bien, il y a des outils, des guides qui sont travaillés en groupe de travail, hein, qui réunissent l'ensemble des acteurs et qui sont ensuite publiés et diffusés largement, notamment sur la plateforme Ma Cantine, et qui sont de fait aussi accessibles à tous les acteurs des PAT, en espérant que ces PAT, effectivement, fassent un peu la chambre d'écho de ces documents et puissent les diffuser. Alors, ces documents, quels sont-ils ? Il y en a toute une collection, mais les plus récents, et effectivement, il y a un guide sur le secteur très particulier du médico-social, puisque l'on sait que autant la restauration scolaire est un peu le bon élève des secteurs, hein, sur l'atteinte des objectifs Egalim, le médico-social avec ses contraintes et ses publics particuliers. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Donc comment on les accompagne ? Parce qu'on a des bonnes expériences et donc il faut les partager et faire finalement diffuser ces capacités à faire. Et puis également ce qu'on a appelé un closier. Donc, puisqu'on sait que tout l'approvisionnement par la restauration collective passe souvent, soit par des marchés publics. Et donc, il faut accompagner les structures qui n'ont peut-être pas toute cette ingénierie chez elles avec des clauses type. Prêt à l'emploi, quoi. Prêt à l'emploi, exactement. Donc, c'est un closier, c'est un catalogue de clauses qui permettent de mobiliser finalement certaines formulations qui accompagnent l'accès aux objectifs Egalim, et notamment un des closiers, un des thèmes qui était très attendu et qui accompagne fortement les acheteurs, c'est le fait qu'on prenne en compte dans ces produits durables les produits qui sont... alors, on ne peut pas dire les produits locaux, puisque ce serait contraire au droit européen, mais il y a une jolie périphrase dans la loi qui permet de viser les produits en circuit court, en tout cas. On y reviendra cet après-midi, hein, dans la table ronde consacrée à la restauration scolaire. Donc, c'est très important. Et ce closier qui vient d'être publié il y a quelques semaines vise à accompagner les acheteurs, et je pense que c'est un outil précieux pour les acteurs des PAT, donc à faire connaître dans vos PAT. Maud Phépou, en 1 minute, parce que le temps avance vite, vous évoquez souvent la nécessité d'un État exemplaire. Ça veut dire que quand on parle du respect de la loi Egalim pour les cantines, c'est bien pour toutes les cantines, y compris celles qui relèvent de l'État. Et là aussi, il y a des travaux qui sont en cours pour réajuster le tir. Donc tout à fait, la loi s'applique à tout le monde, et je dirais presque d'abord à l'exemplarité de l'État. Hein. Donc c'est ce que le Premier ministre a pu rappeler en janvier dernier, en disant que ce n'est pas normal qu'on n'atteigne pas les objectifs Egalim, mais avec tous les travaux que je viens d'évoquer, mais surtout que ce n'est pas normal que les services de l'État ne soient pas finalement en avance par rapport aux autres. Donc le Premier ministre a assigné au ministère de l'Agriculture et également au ministère de l'Économie d'animer chaque ministère pour qu'ils mettent en place un plan de correction. Donc c'est vraiment un engagement fort qui nous est demandé. Donc chaque ministère a dû transmettre d'ici le 30 juin, donc c'est tout récent, un plan de correction que nous allons suivre pour mettre en œuvre tous les voies et moyens d'atteindre en exemplarité les taux législatifs imposés par la loi Egalim. Donc l'État sera exemplaire sur l'atteinte des taux et aussi sur l'approvisionnement en produits exclusivement d'origine européenne. Allez, affaire à suivre. Donc, Thémanu Attagira, Madame la Vice-Présidente, concrètement, comment une région comme la vôtre s'empare des objectifs nationaux pour faire des cuisines collectives un vrai moteur pour les projets alimentaires territoriaux régionaux ? Alors, de volets, en effet, vous l'avez bien dit, il y a la restauration collective.
Et ensuite, les régions, elles vont aussi se pencher plus précisément sur la restauration scolaire, puisque nous avons la compétence donc des lycées et sur lesquels nous travaillons et nous servons à peu près 8,5 millions de repas par an. Donc, le premier sujet, on est vraiment sur la structuration et sur la massification. On a plusieurs axes. On a déjà le travail à travers les filières. Les filières agricoles en région Centre-Val de Loire, on en a 14 à peu près, qui travaillent ensemble, qui nous présentent des plans d'action sur 4 années. Et l'approvisionnement, en tout cas, en fait partie, leur organisation pour la restauration collective, entre autres, mais pas que, pour aussi tous les autres nouveaux débouchés qui peuvent exister. Donc on travaille sur cet axe-là. On travaille avec les territoires et les collectivités. On a un accompagnement qu'on appelle les contrats de solidarité territoriale, qui sont des plans d'action toujours sur 4 ans, avec les pays ou les EPCI, et qui, dans lequel on a quand même priorisé une action sur l'alimentation et sur la durabilité. Ensuite, et on a aussi pour des projets émergents, quand on a des acteurs qui souhaitent travailler sur un atelier de transformation, mais pas uniquement porté par une agricultrice, ou pour aussi de la structuration de filière, de l'accompagnement, on a un outil qui s'appelle À vos idées. Donc vraiment pour vous dire que une fois de plus, on est allé chercher des échelons et des acteurs assez diversifiés pour travailler sur ces sujets. Vous avez évoqué la stratégie de l'alimentation qui a été votée fin décembre dernière. Ouais. Voilà. Nous avions déjà un comité régional de l'alimentation copiloté entre le président de la région et le préfet de région maintenant. Ouais, c'est la préfète. On voit bien que ça s'articule entre l'État et la région. Qu'on appelle le CRALIM. On a renforcé le CRALIM par la stratégie de l'alimentation. On a une sous-commission aujourd'hui qui travaille avec les services de l'État sur les bonnes pratiques, en fait, la mutualisation des bonnes pratiques en restauration collective, comment on accompagne, comment on a les bonnes idées. Moi, je rêve d'avoir une nouvelle agence en région Centre-Val de Loire, alors on n'a pas trop le vent en poupe aujourd'hui, mais qui arrive à donner les informations sur les produits qu'on a en région, parce qu'on est vraiment très très riche. On a la chance d'avoir une région riche en diversification. On n'a pas beaucoup de psycho notamment, mais on a quand même du coup plein de produits qui sont faits. On n'a pas que du vin. Et aussi une agence qui nous permet aussi de mutualiser sur les besoins. En fait, on a des besoins, enfin je vous l'ai dit, 8,5 millions de repas servis juste dans les lycées. On a un vrai travail qui se mutualise avec les départements maintenant sur ce sujet-là. Enfin, et vous l'avez bien évoqué, madame, les restaurants des services de l'État pèsent aussi très très lourd. Et il faut qu'on arrive à du coup travailler avec eux si on veut travailler sur cette structuration d'offres en tout cas. Il faut qu'on soit bien plus nombreux que juste nos cantines dans nos territoires, juste nos cantines pour nos enfants, mais bien l'alimentation de tout le monde. Et je n'oublie pas la restauration hors domicile qui s'approvisionne aussi bien souvent chez les mêmes acteurs. Donc c'est vraiment tout le monde qui doit être concerné. Allez, je vois Linda Reboux qui hoche la tête et qui a l'air d'accord avec vous, notamment sur le dernier aspect que vous venez d'évoquer. Allez-y, on va se donner quelques exemples, hein, Linda, de projets qui peuvent trouver un espoir de financement auprès de la Banque des territoires, des projets issus des PAT et puis en lien avec la restauration collective pour rester dans le zoom qu'on est en train de faire. Si vous en avez 2 ou 3 rapidement dans l'escarcelle, je suis preneuse. Oui, bien sûr. Très concrètement, hein, comment on opérationnalise et qu'est-ce qu'on peut financer, nous, côté Banque des territoires. Ça va être beaucoup d'outils de première et deuxième transformation, et notamment sur ces enjeux de restauration collective des légumeries territoriales. On en a financé une en Centre-Val de Loire qui est dans la Beauce, qui s'appelle Fraîcheur de Beauce, qui transforme des légumes en 4e gamme et qui fournit la restauration collective à partir de légumes d'une exploitation agricole et qui va s'élargir progressivement à d'autres exploitations agricoles. On a financé des légumeries un peu partout en France par ailleurs, toujours dans cette logique de reterritorialiser l'alimentation et l'approvisionnement de la restauration collective. Et peut-être pour donner un deuxième
deuxième exemple qu'on a financé plutôt sur le volet France 2030, donc tout ce qui va être argent de l'État, hein, mais pour vraiment innover autour de ces enjeux-là. Il y a un démonstrateur territorial sur tout l'axe du bassin de la Seine qui s'appelle Seine Nourricière. C'est un projet de grande envergure à qui on a octroyé presque 10 millions d'euros de subventions, donc un gros projet sur un grand nombre de territoires qui vont de Lyon jusqu'à Rouen, sur toute l'axe Seine, et qui justement travaille beaucoup sur ces enjeux aussi d'approvisionnement de la restauration collective en essayant de créer des outils innovants. Il y a une association qui gère tout ce dispositif et ils ont même créé un GIE qui permet de mettre en commun les productions pour faciliter économique, un groupement d'intérêt économique, pardon, pour faciliter l'approvisionnement de la restauration collective en essayant de faire converger les différentes productions et de faciliter la mise en relation, la commande publique auprès de ces acteurs du territoire. Allez, on va aller à la conclusion de cette table ronde parce qu'il est déjà presque 11h moins le quart et que je voudrais vous offrir l'opportunité de poser au moins 2 questions si vous le souhaitez à nos intervenantes. Juste peut-être une dernière reprise pour vous et Yva qui veut. Voilà, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Vous savez que dans quelques instants se trouveront à vos places des acteurs de terrain, hein, ceux qui font au sein des PAT ou ceux qui accompagnent, qui mettent en réseau très directement ces PAT. Avant de leur donner la parole, moi je voudrais vous entendre sur ce qui, selon vous, au fond, fera vraiment la différence demain entre un PAT qui restera un objet immatériel, c'est une expression que j'ai déjà entendue, ou une dynamique ancrée qui a atterri et qui change vraiment le quotidien des habitants. Moi, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est la mutualisation et le partage d'expériences qui va permettre, en gros, si on a un PAT qui a vraiment travaillé sur de la transformation et notamment qui possède déjà une légumerie, l'objectif, il serait que le PAT et les PAT voisins n'essayent pas d'avoir leur propre légumerie, mais plutôt se mutualisent pour que, du coup, on ait des acteurs qui utilisent l'outil. Qu'on ait une vraie valorisation et par contre qui accompagne sur la structuration pour utiliser cet outil. Moi, c'est une autre manière de parler de coopération finalement, ce que vous êtes en train de dire, et c'est notre sujet du jour. Ça tombe bien, donc c'est un point de vigilance que vous portez ce matin. Attention, travailler sur les coopérations. Maud Phépou peut-être, et Linda Reboux conclura. Oui, je partage. Je pense que ce qui va vraiment ancrer encore davantage, puisqu'elle est bien lancée, la dynamique des PAT, mais qui va encore la consacrer davantage, c'est cet aspect fédérateur dans un outil où on met tout le monde autour de la table, et ça a été bien dit, que les gens se connaissent, parce qu'on travaille autant sur la dynamique du territoire, sur la création de filières, d'approvisionnement local, jusqu'à la qualité de ce que mangent nos enfants à la cantine. Donc c'est vraiment tout un continuum de gens qui ne se connaissent pas forcément, et qu'il faut mettre autour de la table. Et je pense que l'un des enjeux de ces prochains temps, c'est vraiment le passage au niveau opérationnel et de vraiment faire la démonstration, comme ça a été bien présenté dans l'étude de l'ADEME, mais à vraiment plus grande échelle encore, de l'impact très positif, et les chiffres sont assez frappants, de ces PAT, et pour que ceux qui ne seraient pas encore convaincus de tout l'intérêt de l'outil puissent adhérer complètement à la démarche. Donc on dit qu'on fait, et on montre que ça fonctionne. Hein, en résumé, Linda Reboux, pour conclure. Oui, très rapidement, mais c'était pour rebondir sur ces enjeux de mutualisation. Et avec ma casquette de financeur, je pense qu'il y a aussi cette nécessité de pérenniser les modèles dans le long terme, et pour ça de trouver des équilibres économiques, et d'où la question de trouver la bonne échelle aussi, notamment pour les outils de transformation et autres. Et donc ça passe par la coopération des acteurs, par la mutualisation, la capacité à coopérer, à faire ensemble, plutôt que chacun séparément à sa petite échelle, pour trouver le bon maillon, le bon échelon qui va permettre de pérenniser un modèle et donc de l'ancrer dans le temps. Bon, on a l'air plutôt d'accord de ce côté-ci de la scène, en tout cas sur ces ultimes recommandations. Est-ce que vous l'êtes, vous, et avez-vous des questions à l'adresse de nos intervenantes? Je vois que vous avez déjà le micro, monsieur. On a quelques minutes, je vous donne la parole. La seule consigne, c'est de vous présenter, puis je vous laisse y aller en toute liberté. Merci, madame. Donc, Philippe Lemanceau, je suis vice-président de Dijon Métropole, vice-président de Terre en Ville,
président des assises territoriales de l'agroécologie et de l'alimentation qui auront lieu bientôt à Dijon. C'est chez vous, quoi. Et élu référent alimentation de France urbaine. Allez, on vous écoute. Alors, Madame la directrice générale, évidemment qu'on est très heureux que la SNANC soit finalement sortie pour pouvoir avoir cette transversalité entre agriculture, alimentation, environnement, santé, qui dépendent évidemment de ministères différents, qui peuvent avoir des logiques différentes. Et j'ai bien noté aussi que vous indiquiez que les PAT étaient le bras armé de la SNANC. Et on peut souligner d'ailleurs à ce propos ce qui a été fait par l'État de lancer ces PAT qui sont un grand succès pour cette territorialisation. On peut souligner aussi le rôle de l'État dans la territorialisation avec les territoires d'innovation, avec la Banque des territoires. Cependant, on a quand même une certaine inquiétude parce que cette politique a été engagée par l'État, s'est révélée très fructueuse. On a une progression et cette rencontre en atteste du nombre de PAT. Mais on constate un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du nombre de PAT, alors que même qu'en valeur absolue, on a une réduction drastique des financements. D'où la réaction tout à l'heure d'ailleurs. Donc, quid de l'avenir des PAT? Et le deuxième sujet de préoccupation sur cette place des PAT, c'est ce fameux projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté alimentaire, où là, il est question d'un autre outil, alors que les PAT fonctionnent bien, les projets d'avenir agricole. Et quand on regarde la gouvernance de ces projets agricoles d'avenir, les PAT ne sont pas représentés. Et on voit bien qu'en région, et j'en finis là, et on voit bien qu'en région, ces fameuses rencontres de souveraineté alimentaire n'associent pas les PAT. Et donc, au bout d'un moment, on se demande, et je m'excuse, Madame la directrice générale, de le présenter comme ça, s'il n'y a pas, d'une certaine manière, un double langage. Est-ce que vous pourriez clarifier un peu la situation? Allez, je vous en remercie pour d'avance. Rester dans l'analogie... Pour rester dans l'analogie alimentaire, c'est ce qui s'appelle mettre les pieds dans le plat. Et vous vous êtes sans doute fait le porte-parole de la salle, la réaction en témoigne. Donc je craignais de ne pas pouvoir prendre une deuxième question, mais au fond, vous avez posé peut-être la question que tout le monde se posait. Donc c'est bien comme ça. Maud Phépou, je pense que la réponse est pour vous. En tout cas, elle m'était adressée cette question. Alors, sur le financement des PAT, je vous ai déjà dit quelques éléments. Oui, on a bénéficié, et tant mieux, du plan de relance, de la planification écologique. Et donc, ça nous a permis de faire émerger, c'est plus de 450 PAT en France aujourd'hui, dont beaucoup sont passés au niveau opérationnel. Donc, en fait, cet effet booster, si je peux l'appeler ainsi, il a eu lieu. Est-ce que le même niveau de financement va être présent dans les PAT à vie? Je pourrais vous dire oui pour me faire applaudir, mais ce n'est pas vraiment ma façon de travailler. Moi, je suis plutôt dans le langage de vérité. Eh bien non, effectivement, cet effet booster, il a eu lieu. Maintenant, il faut qu'on trouve collectivement, chaque PAT, un modèle économique pour que ces PAT ils poursuivent leur vie sans forcément ces montants financiers qui étaient finalement des montants d'amorce. Maintenant, il y a des PAT qui vivent très bien leur vie, et heureusement, sans moyens financiers de l'État. Et voilà, chaque PAT, de nombreux PAT ont été accompagnés au début, et maintenant, ils trouvent leur voie. Et je pense que, comme ça a été démontré, il faut qu'on diversifie finalement ces sources de financement. Il y a des financements qui étaient à l'émergence, sur la gouvernance, sur le diagnostic. Ça, c'était effectivement les effets boosters que j'évoquais. Maintenant, il peut y avoir des financements pour des projets très concrets d'opérationnalité dans les PAT, comme ça a été démontré avec la Banque des territoires. Donc finalement, voilà, on change un peu d'échelle, on change un peu de type de financement, de nature de financement, de financeurs, mais ça ne veut pas dire que c'est la mort des PAT. Et si on dit que si il n'y a plus d'accompagnement de l'État, c'est la mort des PAT, on aura tous collectivement échoué, et c'est absolument pas ce à quoi on aspire tous collectivement, et votre présence dans la salle le démontre. Donc, voilà pour l'aspect financier. Sur l'aspect
vision, puisque politique, c'est un peu ça sur lequel vous m'interrogez sur le deuxième temps. Ouais. Les PAT, encore une fois, je l'ai dit, ils sont légitimes, ils sont dans la SNANC, ils sont même à certains articles du projet de loi que vous avez identifiés, mentionnés en tant que tels. Donc, aucune remise en question, bien au contraire, sinon je ne serais pas là, et j'ai tenu à venir sur les PAT. Les contrats d'avenir, c'est un peu différent. C'est pas forcément la même échelle géographique et c'est surtout pas la même, je dirais, transversalité de sujet. Les contrats d'avenir, c'est comment on fait émerger dans des territoires des filières vraiment agricoles, vraiment sur l'amont. Ensuite, qu'un contrat d'avenir vienne se brancher sur un PAT, très bien. Mais voilà, ce n'est pas deux outils qu'il faut découpler ou qu'il faut mettre l'un en concurrence de l'autre. Ce n'est pas le même objet. C'est un autre outil qui permet de faire émerger des filières agricoles, des outils agroalimentaires qui n'existent pas forcément sur le territoire. Et bien sûr, derrière, ils auront besoin d'un débouché pour aller au bout de leur construction. Et c'est là que les PAT auront leur place. Bon, eh bien, merci pour ce langage de vérité, puisque c'est l'expression que vous avez employée, Maud Phépou, et merci d'avoir effectivement pris le chemin de Tours pour être avec nous et pour interagir avec la salle, peut-être de manière plus informelle aussi, tout au long de la journée, puisque je vous propose d'en rester là pour conserver l'horaire de nos travaux de ce matin. Un grand merci à vous trois pour vos prises de parole respectives. Merci pour vos applaudissements. Et on enchaîne avec cette table ronde de retour d'expérience, comme je l'annonçais tout à l'heure. Je vous laisse en profiter en retournant côté salle. Et vous l'avez compris, le décor est planté, puisqu'on vient de parler de cadre, on vient de parler de politique publique, on vient d'aller voir du côté institutionnel de tout ça. On va basculer à présent dans le concret, ce qui marche sur le terrain, ce qui bloque encore quand on essaie de faire atterrir cette dynamique de projet alimentaire territorial, et puis comment on avance malgré tout dans cette volonté, dans cette ambition d'opérationnalisation avec nous, pour partager leur expérience ou relayer celle des autres qu'ils accompagnent, qu'ils aident à mettre en réseau. Merci de bien vouloir accueillir à mes côtés sur scène Olivia Boyon. Elle est chargée de mission alimentation, animatrice du réseau Impact en Centre Val-de-Loire. Et elle est là. Une figure bien connue, évidemment, ici. Olivia, n'hésitez pas à vous installer, Olivia. Aux côtés d'Olivia, Nicolas Orgelet, premier adjoint à la ville durable de la ville de Blois, qui est là également et qui va trouver son chemin. Alors, vous pouvez choisir. Voilà, moi, je vais rester ici. Et puis, notre troisième intervenante, elle sera avec nous par le biais du Teams. Et je pense que vous êtes, ou en tout cas, moi, je la vois déjà et vous la voyez maintenant. On va juste lui donner la parole. Bonjour Clémence, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, je vous entends très bien. Magnifique, et nous aussi, donc c'est très bien. Alors Clémence, vous n'avez pas réussi à attraper le train ce matin. Alors c'est pas parce que vous n'avez pas pu vous lever, c'est juste parce qu'il y a eu une rupture de connexion et vous m'avez averti très vite ce matin, ce qui nous a permis d'organiser en urgence cette petite connexion à distance qui permet quand même de sauver votre prise de parole de ce matin, et on est vraiment heureux de vous compter parmi nous. Vous êtes chercheuse post-doc au sein de l'INRAE Occitanie Montpellier, et vous nous présenterez tout à l'heure notamment les résultats d'une étude que vous avez pu mener dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, si je ne me trompe pas. Donc restez bien là, tant qu'on vous a, on vous garde, et puis si vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez pas à intervenir, même au moment où je vous donne pas spécifiquement la parole, manifestez-vous, on va le faire comme à la maison, et ça sera très bien comme ça, Clémence, si vous voulez bien. Mais tout d'abord, une première question pour vous, Nicolas Orgelet, si vous voulez vous saisir du micro. Jusqu'à il y a peu finalement, sur le précédent mandat, vous étiez en charge du PAT porté par le syndicat mixte du Pays des Châteaux. Donc on est sur Blois, je le disais, vous êtes élu à Blois, mais Blois et environ, globalement. C'est un PAT qu'on connaît bien, c'est sans doute l'un des plus engagés, c'est le moment des compliments, des plus engagés, des plus innovants à l'échelle de la région, et notamment sur les questions d'implication citoyenne, de gouvernance, mais aussi de financement. C'est un sujet qui est arrivé sur la table précédente et sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Mais peut-être
avant de basculer dans le concret, on fait un petit retour en arrière pour rappeler le contexte dans lequel s'est mis en place ce PAT et les grands enjeux qu'il s'était mis en tête d'aborder. Donc le projet alimentaire territorial du Pays des Châteaux, donc c'est Blois, et en réalité c'est 89 communes, et c'est finalement un PAT assez rural, avec une grande partie de la Beauce, de la Sologne et du Val-de-Loire. Et il s'est mis en place en 2014, en réalité, en 2018, pardon. Donc il est assez récent. Le temps passe vite. Hein. En réalité, il y avait quelques initiatives éparses, une zone agricole protégée à un endroit, une couveuse maraîchère qui s'était mise en place, mais le moment de la création du projet alimentaire territorial, ça a permis la mise en réseau de tous les acteurs. Et j'ai entendu approche systémique, c'est ça, une approche systémique et surtout la démultiplication des actions en partant des acteurs. C'est-à-dire que ce projet alimentaire territorial, il s'est mis dès le début en place de manière très démocratique, où il y a eu d'abord 170 acteurs de l'alimentation réunis. Et donc quand je dis acteurs de l'alimentation, ce n'était pas que les agriculteurs, c'était des agriculteurs, des associations type AMAP ou autres, mais aussi environnementales, aussi des associations liées aux questions sociales, aux questions de santé, la Chambre, la SAFER, mais aussi l'ARS, aussi l'aide alimentaire. Et tous ces gens-là ont travaillé avec nous. Et c'est là qu'en fait le PAT est utile dans ses financements. C'est d'abord de l'animation. On a animé ces temps de travail pour dégager des propositions d'action pour amplifier la question d'un système alimentaire résilient avec les acteurs qui ont écrit des fiches actions et qui ont dit voilà avec qui on veut travailler, pour quelle action sur le territoire, de quoi on a besoin pour faire cette transformation. Et c'était une évidence pour vous de travailler de manière aussi participative et horizontale? Alors c'est une évidence pour moi, mais ce n'était pas moi à l'époque, je tiens à le dire. Donc moi j'ai récupéré le bébé. Mais oui, c'est assez évident il a beaucoup été dit que les PAT sont des lieux d'innovation et d'expérimentation. Moi je suis convaincu que la démocratie, c'est la base pour l'appropriation et l'expérimentation et des actions qui soient en cohérence avec le terrain. Et donc, est sorti de ça des actions sur avoir une richesse paysagère garante d'une richesse en termes de biodiversité, de résilience, de paysage. Et là, ça permet justement, en partant du paysage, on a permis de fédérer des acteurs qui sont très différents dans leur vision de ce que doit être l'alimentation. Qui rentrent dans le sujet par des angles différents. Voilà, c'est ça, exactement. La mise en valeur du territoire. Et là, tout d'un coup, on parle de cadre de vie, on parle aussi de tourisme. Il y a eu de diversité agricole aussi, forcément. De diversité agricole. Il y a eu tout un axe sur une alimentation saine pour tous. Et là, tout d'un coup, c'est l'axe alimentation pour le plus grand nombre. Et on parle d'alimentation dans les restaurations collectives, mais aussi d'aide alimentaire, mais aussi de grandes et moyennes surfaces. Les filières locales pourvoyeuses d'emploi. Donc là, c'était le premier axe du PAT sur comment on relocalise les filières. Mais là, le fait de le relier à l'emploi, ça parle aussi des agriculteurs qui vont partir à la retraite, la question de la transformation. Je vous interromps parce que c'est parfois quelque chose qui est entre guillemets reproché au PAT, c'est de ne pas être suffisamment en prise avec les réalités socio-économiques de leur territoire. Quand vous positionnez justement le développement de filières locales pourvoyeuses d'emploi comme un enjeu majeur du PAT, c'est aussi une façon, d'une certaine manière, d'initier le chemin et de ne pas oublier ces questions en lien avec le socio-économique. Moi, j'ai le ressenti inverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression dans le territoire qu'on est très ancré dans les réalités de terrain, aussi bien les réalités des agriculteurs, des mangeurs, de santé, parce qu'on co-construit avec tous ces acteurs qui font face à beaucoup de difficultés et qu'on va mettre en réseau pour discuter et trouver des solutions, alors que par exemple le projet de loi agricole dont on a parlé, je le sens déconnecté de tout ce qu'on essaye de mettre en place et j'ai l'impression qu'en fait on est beaucoup plus ancré dans des réalités de terrain en menant un PAT et que finalement les actions issues du PAT, souvent l'action de terrain précède la loi. Et là, c'est ce que je ressens. En fait, toutes ces initiatives qu'on permet de mettre en œuvre, c'est celles qui sont porteuses des solutions de demain et qui, j'espère, permettront de créer des lois qui soient plus en rapport avec la réalité de ce dont on a besoin pour créer un système alimentaire résilient, relocalisé et juste socialement.
J'entends des mains qui clapent au premier rang. Je ne sais pas si c'est pour faire circuler l'air ou si c'est parce qu'on est d'accord avec Nicolas. À mon avis, un peu des deux, mais et surtout sur le deuxième volet. Puisque vous évoquiez les solutions, Nicolas, depuis 2018, il y a du chemin qui a été parcouru. 8 ans déjà, 8 ans d'action, 8 ans de terrain. De quoi vous êtes alors? Vous, en tant que personne, en tant qu'élu et pour la dynamique que vous entraînez, de quoi vous êtes le plus fier? Si je vous demande de citer 2 ou 3 grandes réussites du PAT, vous diriez quoi? Alors, je vais choisir quelques actions. Donc, déjà, le fait d'avoir mis en place Climagri avec Solagro qui est partenaire, ça permettait de se dire collectivement, avec la Chambre d'agriculture, avec tout le monde, quelles sont les actions, qu'est-ce qu'il faut qu'on poursuive pour s'adapter, pour baisser les gaz à effet de serre et s'adapter aux réalités qu'on connaît aujourd'hui et qui, en réalité, on connaît depuis longtemps. Donc, ça, c'était une première réussite, c'est-à-dire se mettre d'accord tous ensemble sur les objectifs, quel que soit d'où on vient, en partant de la science pour ça. Et donc, ça, c'est une première réussite. Et derrière, dans des actions très concrètes, on a mis en place un appel à manifestation d'intérêt pour toutes les communes, pour les accompagner sur l'atteinte des objectifs loi Egalim. Donc comment on les aide à faire un cahier des charges qui leur permet d'acheter bio et local, tout en réduisant leurs déchets pour que le gaspillage, tout en sensibilisant les scolaires aux questions de l'alimentation et du goût, et en formant les cuisiniers pour pouvoir apprendre à faire des recettes qui soient mangées par les enfants, qui soient goûtues, tout en étant végétariennes, locales et bio. Ça, c'est une réussite. C'est OK, même dans les petites communes. Sur et ça, justement, le fait de partir d'une demande du PAT et d'après de le faire sous forme d'appel à manifestation d'intérêt. C'est les communes qui nous sollicitent pour dire tiens, nous, justement, on n'a pas d'ingénierie. Ça change le truc. On n'a pas les capacités en interne et c'est bien parce qu'on a du financement en ingénierie dans les PAT qu'on peut venir les accompagner pour faire tout ça avec eux dans leur cantine. Et là, tout d'un coup, on a plus d'une vingtaine de communes. Sur 80 communes, c'est beaucoup, sachant qu'elles n'ont pas toute une cantine, loin de là. Plus des EHPAD qui, tout d'un coup, ont augmenté leur part de bio, leur part de local. Donc là, tout d'un coup, on devient des débouchés des filières. On améliore la santé des enfants. Et en même temps, on a formé des cuisiniers qui se sont mis en réseau. Et là, ça devient un réseau de coopération et c'est un enjeu social. On a mis en réseau tous les cuisiniers des restaurations collectives qui maintenant sont sur le petit groupe WhatsApp pour se donner des petits conseils. Et ça aussi, c'est une réussite. Mis à part la restauration scolaire dont on reparlera cet après-midi, est-ce que... Non, mais c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que, sur un autre champ, il y a quelque chose sur l'aide alimentaire, par exemple, exemple du PAT, on a dit beaucoup, ça sert à mettre en lien des gens. L'aide alimentaire, le premier retour qu'on nous a fait, c'est aujourd'hui, telle qu'elle est réalisée, l'aide alimentaire, en gros, ils ont les invendus des grandes surfaces qui sont défiscalisés, ce qui fait qu'en fait, les bénéficiaires des Restos du Cœur, du Secours Populaire ou autres, ils ont finalement les restes les invendus de la grande distribution et souvent des produits de très mauvaise qualité. Et en termes de dignité humaine, c'est compliqué. Et notamment, il n'y avait pas d'accès aux produits frais, à des légumes, à des fruits, à des légumineuses. Et donc là, on a pu mettre en relation des associations d'aide alimentaire pour qu'elles nous disent quels sont leurs besoins en volume. Après, on a travaillé avec les agriculteurs bio locaux pour leur dire tiens, qu'est-ce que vous pouvez produire pour répondre à ces demandes. On a travaillé avec les jardins de cocagne pour gérer la question logistique. Et aujourd'hui, l'aide alimentaire est fournie en produits frais et locaux. Et donc ça, c'est vraiment une grande réussite parce qu'en fait, l'accès à une alimentation de qualité pour tous, c'est une réussite grâce au projet alimentaire territorial qui a permis cette coordination. Sinon, on n'avait pas de temps à gens pour faire ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a plein de gens qui mangent mieux sur le territoire, mais aussi qui se sentent plus reconnus dans leur statut d'humain et non pas à part entière, qui valent autant que n'importe quel autre humain. Allez, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là pour l'instant et faire tourner la parole en passant le micro à Olivia. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Olivia, vous coordonnez le réseau Impact, donc le réseau des pâtes ici en centre Val-de-Loire. Est-ce que ce qui vient d'être dit par Nicolas est complètement atypique? C'est un laboratoire, c'est un truc qui n'existe qu'au Pays des Châteaux, où c'est représentatif finalement d'une réalité plus communément partagée à l'échelle des pâtes que vous mettez en réseau, en région. Oui, donc bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je suis animatrice du réseau régional des pâtes qui est donc porté par le Conseil régional et la DRAF. Et effectivement, l'exemple du Pays des Châteaux,
c'est pas le seul PAT à mettre en place des actions de ce type. Effectivement, la spécificité du Conseil local de l'alimentation, qui est composé de différents collèges représentatifs des acteurs du territoire, et notamment avec l'accent sur les habitants, les mangeuses, on le retrouve aussi dans d'autres territoires. Il y a aussi toute la question des thématiques qui sont moins mobilisées. Par exemple, je pense au paysage, qui est pas mal travaillé au sein de votre PAT, qui se retrouve aussi au sein d'autres PAT. Mais voilà, il y a des thématiques encore émergentes que certains PAT portent petit à petit. On retrouve également le lien aux élus, avec des groupes de travail spécifiquement pour les élus, des visites de sites, etc. Actions qui sont aussi portées par d'autres PAT de la région. Et il y en a de nombreux déchargés de mission dans la salle aujourd'hui. Donc je vous inviterai aussi à aller les voir pour qu'elles vous partagent les actions inspirantes qu'elles portent sur leur PAT. Pourquoi, Olivia, c'est important de travailler ce binôme élu-technicien? Pourquoi c'est important? Ouais. Alors, l'objectif, c'est pour les chargés de mission PAT aussi de s'appuyer sur leurs élus référents. Le travail sur le long terme avec l'élu référent, il se travaille dès le démarrage, et là on le voit aussi avec un contexte post-municipal, où on voit notamment, je prends une initiative aussi dans un des PAT de la région, mais il y en a plein, sur le PAT Loire-Beauce par exemple, il y a eu un forum qui a été organisé à destination des élus par le pays pour présenter l'ensemble des différentes actions du pays, et notamment du PAT. Donc la chargée de mission a imaginé un jeu pour présenter l'ensemble des actions qui ont déjà été menées sur le gaspillage alimentaire ou avec des groupes d'agriculteurs précédemment par le pays, mais qui seront ensuite portés et poursuivis par le PAT, pour aussi donner à voir aux élus de ce qui se passe, de la dynamique territoriale. Donc voilà, avec un petit jeu interactif très ludique, qu'ont beaucoup apprécié les élus. Et donc ça, c'était vraiment une première prise de contact qui permet aux élus de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent s'investir de leur rôle d'élu aussi pour porter le PAT, représenter le PAT. Donc vraiment cette posture-là très importante. Et donc beaucoup d'élus ensuite demandaient à être dans le fil de discussion pour être tenus au courant des actualités du PAT. Donc on crée une communauté, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais en tout cas, de commencer à voir quels élus pourraient être intéressés pour être élus référents, puisqu'ensuite a eu lieu le choix des élus référents sur les PAT. Mais il y a aussi d'autres actions autour de l'acculturation des pâtes. Je ne sais pas si j'en parle dès maintenant. Allez-y. Oui. Donc un autre levier aussi qui peut intervenir dans les PAT, c'est l'acculturation autour de l'objet PAT, donc qui se fait aussi au sein du PAT du Pays des Châteaux. Donc l'objectif aussi, c'est de pouvoir donner envie aux acteurs de porter le PAT, mais pour ça, il faut bien connaître ce que c'est l'objet PAT. Donc là, par exemple... c'est fait de manière ludique, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, où il y a vraiment plein de médiums possibles. Le PAT entre Beauce et Perche, par exemple, a internalisé son diagnostic territorial, et donc avec une enquête de terrain, des rencontres avec vraiment les acteurs de terre individuels, elle a pu expliquer ce que c'est que le PAT vraiment sur le long cours, ce qui fait qu'ensuite, lors de la formalisation de la gouvernance, c'était beaucoup plus simple pour les parties prenantes de comprendre ce que c'est que cet objet de PAT qui était un petit peu nouveau. Donc ça, c'est vraiment tout le travail de long terme, et avec aussi un lien avec des établissements aussi du médico-social et de la santé, qui est parfois un peu moins couvert dans certains PAT, mais ça dépend aussi des profils des chargés de mission PAT. Voilà. Oui, et du côté du Pays des Châteaux, on a fait un escape game. Hein. C'est pour ça que je parlais d'approche ludique. Oui, c'est ça qu'on va tester demain d'ailleurs par les animatrices du PAT. Donc on est très heureuse. C'est de l'actualité chaude, et je ne le mesurais même pas. Il y a une différence rapidement, mais quand même, je trouve que c'est intéressant d'évoquer cet aspect-là. Différence d'approche, qu'on soit dans un territoire rural ou dans un territoire urbain. Oui, les sujets couverts vont pas être les mêmes. Par exemple, il y a des différences de sujets prioritaires ou de projets prioritaires qui seront portés. Peut-être qu'on va mettre un petit peu plus d'accent et d'énergie pour, par exemple, traiter le sujet des zones blanches, la couverture aussi des infrastructures alimentaires et des réseaux. On parle aussi de la question de l'accessibilité, de la mobilité géographique. Voilà. Et puis l'idée, ça va être aussi de comment mobiliser différents acteurs, notamment certains citoyens qui ne sont pas déjà convaincus par la question, donc qui ne sont pas déjà engagés dans des réseaux des AMAP ou dans des associations territoriales des transitions. Donc ce lien aussi avec les habitants non convaincus pour les faire entrer dans la démarche, il est important. Mais le lien aussi avec certaines communes plus rurales, par exemple, ou des communes qui sont peut-être plus éloignées
du lancement d'un PAT. Il peut se faire aussi lors de forums, comme l'a organisé un PAT là justement sur Loire-Beauce, avec la présentation de ce PAT, mais des élus qui venaient faire part aussi de leurs problématiques ils avaient des idées de projets à monter, mais ils ne savaient pas par où commencer. Et donc là, la chargée de mission vient faire l'interface pour aller organiser, proposer des visites de sites, de cantines, expliquer ce qui s'est déjà fait, et puis ensuite mettre en lien les personnes entre elles. Donc vraiment avoir ce rôle vraiment important aussi pour connecter différentes typologies de communes et de territoires. Bon, allez, on voit qu'il y a du pain sur la planche, effectivement, et beaucoup de créativité aussi dans les approches, dans les outils, dans les manières de faire, et que c'est peut-être aussi un des leviers de la réussite. Clémence, qui est avec nous et qui nous écoute avec attention là depuis tout à l'heure. Je l'ai dit, hein, Clémence, vous êtes chercheuse postdoc au sein d'INRAE et dans le cadre du programme de recherche TETRAE, donc TETRAE pour transition en territoire de l'agriculture, l'alimentation et de l'environnement. Vous avez conduit un projet TRACT et mené des entretiens transversaux avec bon nombre, plusieurs dizaines de chargés de mission PAT en Auvergne-Rhône-Alpes. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Si on bascule dans une autre région, si on quitte le centre Val-de-Loire, est-ce qu'il y a des choses qui font écho à ce qui ressort des entretiens que vous avez pu mener et des recommandations que vous avez pu en dériver, Clémence? Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour cette proposition en distanciel. Je suis ravie j'aurais bien aimé être avec vous aussi. Juste, je voudrais rebondir sur l'écho par rapport à la précédente table ronde et je vais y revenir, mais en tout cas, comme moyen pour passer du diagnostic à l'action, un des premiers éléments, c'est les opportunités de financement qu'il y a derrière et qui concrètement permettent de légitimer, notamment auprès des élus, de pousser certaines actions et de les mettre en œuvre avec des moyens qui sont déjà assurés. Voilà, sachant cela, différentes tactiques peuvent être mises en avant dans les entretiens qu'on a effectués en 2025 et puis s'appuyant aussi sur la thèse que j'ai effectuée dans le Puy-de-Dôme. Donc en fait, un premier point, c'est que développer des actions concrètes dans les PAT, ça s'appuie aussi sur la capacité à s'appuyer sur des partenariats avec d'autres acteurs locaux. Par exemple, avec des échelons supérieurs comme au niveau du département en Savoie, qui va permettre d'appuyer le déploiement de l'axe justice sociale des PAT, par exemple, à travers le déploiement de paniers solidaires développés en partenariat avec la MSA, et donc qui facilite pour les PAT le déploiement d'actions de solidarité alimentaire. C'est aussi des partenariats avec des acteurs locaux sur le territoire du PAT et avec parfois des paris qui sont faits, même dans des territoires ruraux, avec des élus de droite, le fait de faire des paris de la démocratie alimentaire qui va mener à développer des expérimentations de caisse alimentaire communes, qu'on pourrait trouver paradoxales. Pour autant, la capacité à s'appuyer sur les dynamiques locales et les motivations des acteurs locaux va pouvoir amener des pistes d'action avec des gens qui sont déjà motivés pour les porter et les mettre en œuvre derrière. Après, ça va soulever des questions de l'élaboration de ces partenariats et de comment ça se matérialise, parce que parfois, on va se demander si c'est des réunions ou des actions qui relèvent même du déploiement des PAT, mais qui ont le mérite d'exister avec le soutien de la collectivité. Et puis, finalement, ce qui permet de déployer des actions opérationnelles, c'est du temps. C'est du temps pour tisser des partenariats, se rapprocher de certains acteurs, identifier les personnes qui vont être motrices. Et donc, par exemple, on a une action qui a pas mal été mise en lumière dans le PAT du Grand Clermont et du Parc Livre-de-la-Forêt sur une expérimentation avec des citoyens consommateurs qui sont rapprochés des grandes et moyennes surfaces. Mais en fait, derrière, c'est le travail d'une chargée de mission qui a, sur plusieurs années, organisé des forums alimentaires locaux, tenté de se rapprocher de différents distributeurs pour finalement identifier à la fois une personne motrice et des opportunités de financement. Donc voilà, c'est tout ce travail qu'il y a derrière l'émergence d'actions concrètes. Ensuite, en autre piste identifiée, c'est ce qui a aussi été mentionné à travers la question de la mobilisation, la mutualisation des financements. Et en fait, ça se matérialise concrètement par des partenariats en interne entre différents services de la collectivité, avec des chargés de mission PAT qui vont pouvoir plus ou moins travailler facilement en lien avec le contrat local de santé,
avec les CIAS et CCAS, avec la politique de la ville, avec et du coup en mobilisant différents financements plutôt sectoriels pour développer des actions qui rentrent aussi dans d'autres champs de la collectivité. Donc il faut sortir des financements naturels, j'ai envie de dire, entre guillemets, qui sont associés au PAD. Il faut être créatif. C'est un peu ce qui a été fait d'ailleurs du côté du Pays des Châteaux. Nicolas, si vous voulez nous en parler tout à l'heure, vous pourrez le faire. Mais c'est ça que vous voulez nous dire, Clémence. Faut aller voir partout où on peut trouver des sous. Je ne dis pas que c'est là ce qu'il faut faire parce qu'en fait, c'est une critique aussi qui est faite à l'égard du fonctionnement actuel, dans le sens où, en fait, ça demande du coup de mobiliser plein de petits bouts d'appels à manifestation d'intérêt. C'est pas confortable non plus, quoi. C'est ça. Prend énormément de temps, oui, c'est ça. Et puis, je voulais juste mentionner un dernier levier d'opérationnalité qui se retrouvent sur certains projets qui, en fait, certains chargés de mission et élus de PAT vont choisir d'avancer sur quelques petits projets structurants, mais qui vont matérialiser les différents axes stratégiques du PAT. Et donc, on va avoir un projet qui va, par exemple, travailler sur la question des pratiques agricoles par le biais des sols et de la question de l'eau, en mobilisant les agriculteurs pour travailler la structuration des filières petit à petit. Mais du coup, c'est des entrées sur un projet, un site spécifique qui va pouvoir tirer différents fils aussi. Peut-être que je m'arrête là sur cette idée de recommandation. Merci. Exactement, merci. Ça vous fait réagir, Olivia et Nicolas, sur effectivement la colonne des plus et la colonne des moins des financements qu'on va chercher un peu partout, ou d'autres aspects évoqués par Clémence, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps? J'aurais tendance à dire que l'enjeu premier, c'est le financement du temps, c'est-à-dire et de l'animation. C'est-à-dire là, on a parlé qu'on irait faire des financements de projets ponctuels, mais en réalité, puisque le projet alimentaire territorial, son premier avantage, c'est de mettre en lien des gens pour pouvoir mettre en œuvre des projets innovants et après chercher les financements pour pouvoir les mettre en œuvre. Le premier besoin pour qu'un PAT fonctionne, c'est le financement de l'animation du chargé de mission. Et le risque qu'on a parfois, c'est en fait on sait tout à fait l'état des finances de la France et des collectivités, mais la question de l'efficacité budgétaire, ça peut être aussi justement d'éviter de changer sans cesse de cap. Et un peu de stabilité est bienvenue. Voilà, puisqu'en fait le changement du système alimentaire est un changement global qui prend du temps, et qu'en fait, en effet, quand il est le plus efficace, c'est quand il part des territoires pour pouvoir être ancré dans les réalités de terrain. Je pense que continuer le financement des PAT pour pouvoir laisser le temps à toutes ces actions qui sont en train d'émerger et en train de se créer, pas leur couper les pattes, il faut qu'il y ait du temps long. Et le premier financement dont on a besoin, c'est celui de l'animation. Voilà. Ouais. Vous voulez réagir, c'est bon? Olivia me dit... Je suis d'accord. Donc, je ne redonne pas le micro. Nicolas, avec le recul, est-ce que, vous avez évoqué vos grandes fiertés là, tout à l'heure, et encore, on n'a pas tout cité, mais est-ce qu'à l'inverse, il y a peut-être des actions qui ont fait pchit, qui n'ont pas encore montré tout leur potentiel, sur lesquelles vous vous achoppez encore? Alors, il y a des actions, il y a eu des freins qu'on a réussi à lever. Par exemple, on a quelque chose qui est très démocratique, mais on s'est dit, une fois que le plan d'action est fait, comment on garde les gens en action? Et là, on a fait, par exemple, ce qu'on appelle le BOCAL, une sorte de budget participatif où les gens du conseil local accompagnent. Et là, avec peu de financement, on a déployé des tas d'initiatives partout. Mais, donc ça, c'est des freins levés. Il y a des choses en cours. Par exemple, on a vu que le foncier, c'est la chose politique par excellence. C'est vraiment le gros enjeu. Ça a été dit en ouverture. Et c'est tout à fait vrai. Et là, c'est typiquement des choses qui demandent beaucoup de temps, parce qu'il faut, par exemple... Là, on voit la question de l'eau aujourd'hui très fortement. Pour agir sur la question de l'eau, il faut agir sur la question foncière, sur les zones de captage, être prêt à préempter, pouvoir mettre des prairies permanentes. Et toutes ces questions liées au foncier prennent du temps, justement, et nécessitent de se coordonner avec la SAFER, avec le monde agricole, mais aussi avec le monde de l'eau, avec le monde de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose où c'est en cours. Nous, par exemple, à un moment, on a voulu travailler avec la région sur terre de source, mais en fait, il y a aussi des questions de calendrier. Leur calendrier n'était pas tout à fait le nôtre, et en fait, il faut réussir à se retrouver pour que les calendriers soient similaires au même moment. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc, ça demande du temps aussi de se comprendre et de réussir à aller dans la même direction.
Et peut-être, voilà, et là on met une filière pain bio en place. Ça aussi, ça demande du temps, parce qu'un agriculteur, si on lui demande de changer de pratique, il faut aussi qu'il ait un débouché financier agricole derrière. Et il y a des choses que je n'arrive pas encore à dépasser. C'est par exemple les grandes et moyennes surfaces et l'agroalimentaire. Ils ont des logiques de filière nationale, voire internationale. Et donc, agir à l'échelle du PAT, pour les toucher, ce n'est pas toujours évident. Et ça demande plus de temps et ça demande des articulations avec l'échelon national ou européen qui sont encore plus complexes à mettre en œuvre. Olivia et Clémence, on le voit bien à travers le témoignage de Nicolas et qui fait certainement écho aussi à votre expérience, à vous dans la salle. C'est un contexte qui est compliqué et c'est un travail à temps plus que plein. Il y a des enjeux partout et à 360 degrés. Dans une situation, dans un contexte comme celui-là, où est-ce qu'on trouve la force quand on est un chargé de mission, une chargée de mission PAT, pour continuer à avancer malgré tout sur ces questions et sur l'opérationnalisation, puisque c'est le thème du jour du PAT? Oui, alors un des leviers parmi de nombreux qui existent, ça peut être le réseau, notamment le réseau régional des PAT. Il y en a d'autres en région et il y a les animatrices aussi et les pilotes de ces réseaux qui sont présents dans la salle. Le réseau régional des PAT a pour objectif donc de rassembler les chargés de mission de PAT qui vivent donc le même quotidien, pour qu'ils puissent échanger sur leurs bonnes pratiques, là où est-ce qu'ils voient des difficultés, pour un petit peu partager ce qui marche, ce qui pourrait mieux marcher, là où ils ont besoin d'un petit coup de main, puisqu'en fait, ils vont parler la même langue. Ils connaissent leur quotidien, ils savent un petit peu là où il y a des difficultés, et aussi se donner des bons contacts, des personnes ressources. Donc ça va être très important. Donc le réseau a ce rôle-là. Au sein du réseau, l'objectif aussi, c'est de pouvoir leur transmettre les informations dont ils ont besoin, leur faire rencontrer des personnes aussi qui pourraient leur être utiles aussi dans le déploiement de leurs projets, en fait, et puis rendre vraiment accessible tout ce qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher, d'aller rencontrer, pour les accompagner dans leur travail. Donc ça va être de favoriser aussi l'interconnaissance aussi avec d'autres maillons régionaux, avec d'autres têtes de réseau, avec aussi les services de l'État, le conseil régional aussi, suite à la stratégie régionale de l'alimentation, organiser des journées régionales qui invitent aussi l'ensemble des acteurs du système agroalimentaire à réfléchir sur tous les sujets transversaux aussi qui animent les PAT. Donc voilà. Donc ça permet vraiment une montée en compétences commune des chargés de mission PAT qui accomplissent un travail vraiment énorme sur leur territoire. Leur plan d'action est très vaste, donc ils ont besoin vraiment de cette entraide, de ces moments entre pairs, en tout cas pour échanger sur le concret. Même question pour vous, Clémence. Dans le Puy-de-Dôme, où est-ce qu'on trouve la force d'avancer? C'est vrai que c'est pas forcément facile parce que au vu des contradictions avec les autres politiques nationales ou européennes qui ont été soumises, c'est pas forcément évident. On peut avoir l'impression, comme avec des épées en mousse. En revanche, et là où justement on trouve la force, quand même, j'ai l'impression que c'est aussi dans il y a des dynamiques locales qui prennent et on voit que ça change quand même, ça prend du temps. On est en train de vous perdre un peu là, Clémence. Conscience aussi en prenant. On est en train de vous perdre un peu. Peut-être couper votre caméra pour récupérer un peu de flux, parce que la qualité de la connexion, tout d'un coup, est assez mauvaise. Allez-y de nouveau pour voir. Oui, du coup, je parlais de l'enjeu de aussi prendre du recul sur les politiques que sont les PAT, dans le sens où ce sont des politiques incitatives qui sont quand même faiblement dotées. C'est moins de 1 million d'euros sur l'ensemble des financements du système alimentaire en 2024 par rapport aux 53,6 milliards d'euros sur le système alimentaire. Et comme peu de financements qui sont alloués à ces orientations. En revanche, et du coup, comme c'est des politiques qui ont peu... On va s'arrêter, Clémence, parce qu'on est en train de vraiment vous perdre et c'est compliqué. Si jamais ça revient tout à l'heure, vous aurez le mot de la fin. Mais pour l'instant, je vais considérer que je le donne à Nicolas et puis on prendra une, voire deux petites courtes questions de la salle. Nicolas, votre conseil à vos pairs là, qui sont dans la salle pour aller plus loin dans l'opérationnalisation, au-delà de la volonté de le faire, vous leur diriez quoi ? Parce que ça, la volonté, elle est là, chez tout le monde. Nous, ce qui a fonctionné, c'est la démocratie. C'est faire confiance à l'intelligence collective et l'organiser
pour se mettre dans un rôle de facilitateur des initiatives et rendre possible les envies justement qui sont très nombreuses sur le terrain. Et j'aurais envie de dire que notre rôle premier comme élu, comme technicien dans ce binôme, c'est d'être des facilitateurs de toutes ces envies qui existent déjà dans les territoires. Voilà, faire ensemble, on a définitivement perdu Clémence. Faire ensemble et avec des moyens, ça on l'a compris, ça reste quand même le nerf de la guerre, qu'on parle de moyens financiers ou moyens humains, mais finalement quand on parle de l'un ou de l'autre, non mais après vous avez raison, on a su aller chercher des moyens ailleurs, dans l'appel à manger mieux pour manger pour tous, grâce à Carasso, grâce à vos idées dont vous aviez parlé. Mais il faut bien que quelqu'un remplisse ces dossiers d'appel à projet. Il faut bien un projet derrière avant d'aller chercher des moyens. Donc c'est pour ça que l'ingénierie, c'est la base. On éparpille le temps aussi. Merci à vous deux, à vous trois. Je ne sais pas si Clémence m'entend encore, je crains malheureusement que non. Avez-vous rapidement une ou deux questions à poser à nos intervenants? Je vous laisse la main. Alors, je vois une main qui se lève là-bas et il y a un micro qui vous arrive et on vous écoute. Bonjour. On me dit de me lever. C'est toujours plus sympa, comme ça on fait connaissance avec vous. Voilà. Bonjour, je suis Charlotte Frigou, directrice adjointe d'une association d'éducation à l'alimentation qui s'appelle Au Goût du Jour. Nous, on travaille sur le Grand Ouest de la France et j'avais une question à Nicolas Orgelet concernant la réussite dont vous avez parlé sur le fait de lier les producteurs et les associations d'aide alimentaire sur l'approvisionnement local. Qui finance cet approvisionnement local du coup, parce que je remets une pièce sur l'histoire du financement. C'est vrai qu'on a fait qu'effleurer le sujet, donc si vous avez envie de le creuser un peu. En réalité, c'est l'aide alimentaire qui achète ces produits avec les dons. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter en grande surface, ils peuvent acheter maintenant à des agriculteurs bio et locaux. Et nous, là, ce qu'on permet, c'est que finalement, ces agriculteurs, ils vont pouvoir mettre en culture par rapport à des commandes qu'ils connaissent en avance. Et l'aide alimentaire, il va bénéficier du prix de la mercuriale bio, donc c'est-à-dire l'achat en gros sur le territoire. Ils ont un prix d'achat en gros, donc ça leur revient beaucoup moins cher à l'achat. Et après, il me semble que le CIS, l'action sociale intercommunale, finance un peu pour baisser encore un peu le coût. Donc finalement, c'est de l'achat direct par l'aide alimentaire. Et cet achat direct, en fait, il va avoir un coût beaucoup plus réduit grâce à cette organisation logistique et organisationnelle. Voilà, j'avais pas vu d'autres mains se lever, donc je propose qu'on en reste là. Je pense ne frustrer personne. Et je suis déjà contente qu'on n'ait pas eu de malaise dans la salle. Donc je vais vous proposer d'applaudir Olivia, Clémence qui est revenue et Nicolas.